J'avais promis à ma mère, je lui ai serré la main. Je lui ai dit, maman, je pars de la maison et je retourne avec un contrat professionnel. Et peu importe la durée, mais je vais signer pro. Kevin Fortuné, tu es un joueur de foot pro, passé des terrains de Sarcelles et du centre de Dijon aux pelouses de la Ligue 2. Après des débuts en national avec Lusignac et Martigues, tu as explosé à la AS Béziers en inscrivant 25 buts en 65 matchs avant de franchir un palier au RC Lens puis à Troyes. Ton aventure t'a ensuite conduit à Auxerre, Châteauroux, Orléans et tout au long de ta carrière, tu as su faire preuve de résilience. J'ai réussi à signer pro parce que je n'ai jamais lâché. Je n'ai jamais lâché. J'ai eu des parcours de ma vie qui ont fait que je pense que c'est ça qui a fait ma force de caractère. J'ai grandi qu'avec une mère célibataire, 3 enfants. Donc pour une mère célibataire, c'est difficile. J'ai mangé à la Croix-Rouge tous les samedis, aller chercher son repas avec sa mère à un caddie pour les 3 enfants pour la semaine, etc. Ça, les gens ne savent pas. C'est pour ça que je me suis dit, jamais de la vie, je pourrais rentrer chez moi. Un jour, je suis posé là, chez moi. Là, mon téléphone, il sonne, il me dit « Oui, voilà, bonjour, Cyril Roll. Je sais qu'il y a Lens qui te veut, mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'agents qui parlent en ton nom. Si tu veux, moi, je nettoie tout autour de toi et puis je peux faire en sorte que tu signes à Lens. » Cette conversation téléphonique, quand j'ai eu Cyril, ça matchait direct. C'est comme une rencontre avec une femme, quoi. C'est le coup de foudre. J'ai dit « Moi, je vais aller avec vous. » Il m'a dit « Ok, je m'en occupe. » 2 jours après, je me suis retrouvé à la Gaillette. Kevin Fortuné, tu es un joueur de foot pro, passé des terrains de Sarcelles et du centre de Dijon aux pelouses de la Ligue 2, où tu t'es imposé comme un finisseur, mais aussi comme un véritable créateur de jeu. Après des débuts en national avec Lusignac et Martigues, tu as explosé à l'AS Béziers en inscrivant 25 buts en 65 matchs avant de franchir un palier au RC Lens puis à Troyes, où tu as même été sacré meilleur passeur de Ligue 2 en 2018-2019. Ton aventure t'a ensuite conduit à Auxerre, Châteauroux, Orléans et tout au long de ta carrière, tu as su faire preuve de résilience. On va parler de tout ça aujourd'hui, de ta belle carrière de foot, Kevin. Merci beaucoup d'être sur Barcelone avec moi aujourd'hui. Merci de l'invitation. Et Kevin, tu continues à jouer aujourd'hui, tu continues à avoir du plaisir. Le foot, ça continue. Ouais, ça continue parce que c'est mon moteur de la vie. Donc non, ça continue dans un petit niveau, mais pour garder cette notion de plaisir. Et ce que je trouvais tellement intéressant, c'est que je faisais les recherches pour le podcast et ton parcours est assez atypique. On commence centre de formation, par la suite circuit amateur, par la suite on passe professionnel. Il y a plusieurs choses qui se sont déroulées ici, mais au meilleur de tes souvenirs, le foot, marquer des buts, faire des passes décisives comme tu le fais depuis si longtemps, ça remonte à où, tes premiers souvenirs? Ça remonte à où j'ai grandi, à Gare-Sarcelles, dans ma petite cité où on n'avait que ça, le ballon pour s'amuser. Et on essayait d'avoir tout type de jeu avec le ballon. Mais bon, dès qu'il y avait un ballon, c'était football. Le dimanche, on passait des après-midi de 14h jusqu'à 20h que de foot. Donc, j'ai été bercé que par ça. Et histoire de famille, avec les amis, les gens proches de toi un peu? Ouais, déjà, du côté de mon père, ils sont 5 frères. Et les 5 frères jouent dans le même club en Martinique. Et ensuite, j'ai mon cousin aussi qui m'a bercé parce qu'il a joué aussi à Lens, à Rennes, comme j'ai pu t'expliquer, qui est Olivier Thomer. Donc, j'ai regardé beaucoup de ses matchs à la télé, comme son premier but contre la Corogne en Ligue des Champions. Donc, non, ça, j'ai toujours été bercé par ça, le football. Ah, c'est beau. Et bon, parlons un petit peu de ton enfance, ton parcours de jeune au foot. Centre de formation de Dijon? Mais tu l'intègres un peu plus tard, je pense, c'est vers les... Ouais, 17 ans et demi, parce que je joue encore à Sarcelles, où j'étais en train d'exploser tous les records, buts, passes. Je faisais 6 mois déjà de haut niveau. Et ensuite, je pars à Dijon, qui à l'époque n'avait pas de centre de formation. Et j'ai pu montrer déjà mon talent au niveau national des jeunes. Et ensuite, j'ai perduré là-bas pendant un certain moment, mais... c'était une belle expérience. Et 17 ans et demi, rentrer dans un centre de formation, c'est un peu sur le tard, hein, ça, habituellement? Oui, non, c'est très tard, parce que normalement, en général, pour rentrer en centre de formation, à partir de 14 ans, déjà, on est en centre de formation. Moi, je n'ai pas eu cette chance-là. Ouais. Mais quand on y est, on savoure et on veut plus retourner à la maison. Dès qu'on y est, on veut rester le plus longtemps possible. C'est ce que j'ai essayé de faire à Dijon, mais après, ça s'est pas passé comme prévu, mais ça reste quand même quelque chose de beau et un beau souvenir. Et plus jeune que ça, est-ce que tu avais déjà fait des essais pour entrer dans des centres de formation? Non, aucun. Non, c'est vraiment grâce à le début de saison que je faisais à Sarcelles. Ça
ça a commencé à regarder un peu mes performances et Dijon, c'était le premier club à m'avoir appelé et je suis parti direct. Et toujours le même style de joueur que tu es aujourd'hui. Ouais, Créateur de jeu. Toujours. J'ai toujours eu cette ligne directive. Je vais jamais changer mon football pour quelqu'un parce que je pars du principe que quand un club vous recrute, c'est pour vos qualités. Et je vois pas pourquoi, dès que vous allez dans un autre club, vous allez changer votre qualité pour le club. Non, vous gardez votre qualité et vous rajoutez ce que le club vous apprend. Mais pour rien au monde, j'aurais changé mon jeu, moi. Intéressant. Parle-moi un petit peu de ton parcours à Dijon. Tu mentionnes que peut-être ça s'est pas déroulé exactement comme prévu parce que, bien entendu, il n'y a pas eu la signature en professionnel par la suite. Ça s'est déroulé plus tard dans ton cursus. On en discutera. Mais comment tout ça s'est déroulé à Dijon? Est-ce que tu sens tout de même que tu étais en train de prendre un cap? Est-ce que tu sens peut-être que tu n'avais pas encore la confiance nécessaire pour passer à un autre niveau? Comment cette expérience-là t'a dessiné un peu? Cette expérience-là, en fait, tu résumes un peu tout ça, c'est qu'en fait, sans compter les premières années où j'étais au DFCO, la dernière saison, je commence à intégrer le groupe professionnel, je m'entraîne tous les jours avec eux, sauf les matchs, je joue avec l'équipe réserve, mais tous les entraînements, je suis avec eux, les matchs amicaux, j'ai fait avec eux, cette année-là, j'avais fait une grosse saison aussi au DFCO. On avait atteint notre objectif de monter en CFA à l'époque, qui est aujourd'hui la N2. Je pense que j'avais fait une saison qui méritait de signer pro. Et même les joueurs pro le disaient. Mais en fait, cette année-là, ils montent en Ligue 1. C'était leur première année en Ligue 1. Et ils voulaient des joueurs d'expérience et des joueurs confirmés. Et on m'a demandé, est-ce que ça me dirait de continuer encore une année en CFA pour pouvoir après intégrer le groupe professionnel? Mais j'ai dit non, parce que j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour faire une bonne saison. Je l'ai fait. Donc, je mérite autant ma place que d'autres, même si c'est pour pas jouer directement en Ligue 1, mais avoir ce contrat professionnel que je pense avoir mérité. Et ensuite, de m'entraîner afin de montrer que j'ai le niveau nécessaire. Mais ça s'est pas passé comme ça. Donc, c'est de là, comme ça, je suis parti après en national, quoi. Donc, tu étais aux portes, là, littéralement. J'étais aux portes parce que j'avais un coach en pro, Patrice Carteron, qui m'a toujours fait confiance, qui m'a toujours parlé, qui venait voir mes performances en équipe réserve. Et je pense que j'avais vraiment tout fait. Mais heureusement pour eux, ils sont montés, ce qui était beau pour un club et la ville comme Dijon, quoi. Mais ils voulaient des gens un peu plus confirmés. Et sur la semaine où on parlait un peu de comment ça allait se passer pour moi, dans la semaine qui suivait, ils avaient recruté Brice Jovial, un attaquant et tout. Donc j'ai compris qu'ils voulaient vraiment avoir une équipe un peu plus compétitive pour le championnat Ligue 1, quoi. Ouais, ça ne joue à rien. Ça joue à rien. Parle-moi un peu d'un point que j'aimerais ouvrir avec toi ici. J'avais Valentin Rosier, il y a à peu près 10 jours de ça, sur Madrid, où est-ce qu'on faisait un entretien ensemble. Valentin a une très grande carrière. Il joue pour Beşiktaş, Nice. Il a joué pour Dijon également. Il joue en ce moment pour Leganés. Il mentionnait un point que je trouve intéressant, le fait que lui a fait centre de formation, mais par la suite, il est retourné en parcours amateur, joué pour le plaisir, puis finalement, il est passé professionnel. Un parcours similaire un petit peu à toi sur certains aspects. Il mentionnait, il y a du bon à ne pas avoir fait 100% de ton expérience en centre de formation parce que sinon, tu deviens préprogrammé à un certain type de joueur. Et quand tu as pu jouer un peu en milieu amateur, taper le ballon comme tu le désirais, sans nécessairement avec des structures de jeu totalement rigide, eh bien, tu deviens un petit peu plus normal dans ton foot. Tu te laisses un petit peu plus aller et ça peut avoir du bon. Est-ce que tu partages un peu cette opinion? Ouais, moi, je le partage totalement. Moi, j'ai fait que 6 mois en pré-formation parce qu'on n'avait pas vraiment de centre de formation. Mais la chance que j'ai eue, justement, où je le rejoins, c'est que j'ai eu une totale liberté dans mon jeu. J'ai pas eu ce frein qui, comme beaucoup de joueurs ont, commence à avoir une stéréotype de style de joueur. C'est-à-dire que maintenant, t'es attaquant, il faut que tu cours vite. Si le coach il veut un profil pivot, il faut qu'il soit grand et costaud. Or que des fois, on pouvait tomber sur un joueur qui est petit, mais qui est autant gainé que quelqu'un qui est grand et costaud. Donc, il y a trop de stéréotypes dans le foot qui programment certains joueurs et j'apprécie pas trop non plus. C'est pour ça que je te disais que j'aime bien le fait que tu as une idée de ton football, garde cette idée-là. Tu rajoutes ce que le club veut t'apprendre pour pouvoir performer par la suite. Mais beaucoup de joueurs qui étaient en centre de formation, eh ben, t'es milieu gauche et
tu cours, tu centres. Ouais. Tu cours, tu crochettes. Et voilà, il manque justement cette liberté, cette confiance en soi pour pouvoir lâcher ce qu'on a au fond de nous-mêmes. Ouais. Mais quand vous regardez justement beaucoup de joueurs amateurs, quand ils signent directement pro, et ben ils gardent leur football et ça fait que vous regardez des joueurs à la télé qui ont un totale confiance en leur jeu. Si c'est des dribbleurs, ils continueront à dribbler ou quoi. Mais quand vous voyez des joueurs qui sont déjà en centre de formation, c'est des joueurs trop programmés pour la performance, je dirais, quoi. Ouais. Et c'est dommage. Un seul silo, une seule ligne directrice. Exactement. Pas nécessairement une ouverture sur d'autres types de foot. Et tu vois, c'est une opinion partagée par beaucoup même d'analystes maintenant. C'est-à-dire que certains analystes disent que des coachs de l'ampleur de Pep Guardiola, on va le dire entre guillemets, ont gâché un peu le foot parce que tout le monde veut jouer de cette manière-là. Maintenant, tout le monde veut créer des joueurs qui sont capables de faire les actions exactement qui vont pouvoir respecter un système de jeu. Et ça, dès un très jeune âge, à 12, 13, 14 ans. Donc, il y a peut-être un peu moins de liberté qui s'installe. Mais il y a ça, et il y a surtout aussi le fait que maintenant, il y a un nouveau truc qui est rentré dans la ligne des footballeurs, c'est le data. Aujourd'hui, le data, on peut vous recruter parce que vous avez un volume de jeu qui est au-dessus de la moyenne. Mais est-ce que sur ce volume de jeu-là, il est performant avec ses pieds, tout ça? Ben, il y en a, regarde plus trop. Il suffit que maintenant, un jeune joueur, il va mettre 2-3 diagonales de qualité. Oh là là, il va valoir 2 millions. Mais non, faut regarder sur la durée du joueur. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs, ils signent pro sur les 3 ans. La première année, on va leur dire, bon, on va te prêter une année pour que t'acquières de l'expérience. La deuxième année, revient et il aura pas fait une saison avec le club, donc on va commencer à le faire jouer avec l'équipe réserve. Et la dernière année, on va faire quoi? Bon, tu nous as pas montré grand-chose, mais c'est normal, vous avez pas gardé le petit avec vous sur les 3 ans de son contrat. Gardez-le, travaillez avec lui pour lui montrer ce que vous attendez de lui, et après, de là, vous allez voir. S'il est pas performant, c'est que c'est lui qui a déconné. Mais des fois, je trouve que c'est dommage pour des joueurs, même pour des clubs, quoi. Mmh. Et toi, tu me parlais un petit peu avant le podcast de ton fils, que je pense qu'il est en centre de préformation. Maintenant, là, il est en U12 au DFCO. Lui, il a la chance d'avoir le centre de formation parce que ils ont un grand centre un grand centre technique à Dijon maintenant, où il est intégré là-bas. Mais non, c'est... Mais mon point, c'est est-ce que tu vois beaucoup de différences entre ce que lui vit dans l'infrastructure, dans l'écosystème, dans comment les coachs agissent que toi, peut-être à l'époque? Ah oui. Moi, par exemple, à mon époque, les joueurs... notre coach n'avait pas de iPad pour montrer telle ou telle tactique. Mon fils, il a ça à 12 ans. La qualité des terrains qu'ils ont... nous, on n'avait pas d'ensemble. On venait avec nos ensembles à nous de football. Lui, il est tout en DFCO, tout ça. Donc, non, c'est beau. Et moi, je lui dis justement, profite. Profite parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Donc, profite, prends du plaisir, kiffe. Ouais. Et surtout de respecter ce que le coach te demande. Mais sinon, vraiment de kiffer. Et après, on verra par la suite. Mais je veux vraiment qu'ils se mettent ça en tête que le football, ça reste le plaisir avant tout. Et je veux qu'ils prennent ça vraiment en compte pour pouvoir s'exprimer par la suite. Absolument. Bon, on revient un petit peu à ton parcours. Après Dijon, tu vas dans le milieu davantage senior. On rentre ici en national, je crois que tu vas jouer avec l'USNAC. Et par la suite, tu vas aller jouer également, je crois, avec Albi et Martigues, je crois bien. Albi, 6 mois. Ouais. Albi, 6 mois. Bon, parle-moi un petit peu de cette période-là. Donc, tu frôles les portes du monde professionnel. Finalement, ça ne fonctionne pas exactement comme prévu pour les raisons que tu as été capable d'évoquer. Plutôt, tu vas en national. Quel est ton état d'esprit à ce moment-là? Parce que j'imagine que toi qui aimes le foot, c'est parfait, on va jouer au foot, il y a la passion, mais il y a peut-être un petit peu de déception de te dire que tu étais à quelques mètres près, quasiment peut-être d'une signature professionnelle. Comment se déroule ton état d'esprit? Comment tout ça se déroule dans ta tête? Mon état d'esprit, c'était... moi, je pars à l'USNAC pour montrer que j'ai le niveau, déjà, pour montrer que ils ont fait une erreur de me laisser partir et que je vais leur montrer que avec cette saison-là, je vais pouvoir rebondir directement pour l'année qui a suivi. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu parce que le championnat national à l'époque, c'était un championnat très 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 dur, très physique, où sur je crois 26-27 matchs, j'ai marqué qu'un seul but.
Pour un attaquant, c'est difficile, c'est dur. Et l'année qui a suivi, sur la deuxième saison, le coach Pélissier qui est à Auxerre, avec qui j'ai toujours de très très bonnes relations, il recrute 2 attaquants qui sont mes amis, hein, Rémi Souilleux et Andé Donaindo. Et là, je vois 2 attaquants arriver, je me suis dit, là, c'est foutu pour moi, quoi. Donc, je fais 6 mois en premier avec l'équipe réserve de l'USNAC, mais c'était un niveau très, très bas. Mais vraiment très, très bas. Je crois au bout déjà de 3 matchs, j'étais à 12 buts. Ouais. C'était trop facile pour moi. Donc, je me suis dit, je vais me relancer en CFA, à Albi, et voilà, parce que je peux pas rester un an. Pour être certain, C'est la 4e division. La 4e division, juste en bonne nationale. Voilà. Et je me relance super bien, je mets 7 buts, 5 passes. Et de là, je vais signer à Martigues. Mais quand vraiment j'étais arrivé à l'USNAC, c'était vraiment pour montrer que voilà, j'avais les qualités. Mais après, c'est que j'avais les qualités, mais j'avais pas les buts. Ce que j'arrivais à faire au DFCO. Mais c'est pour ça que en me relançant à Albi, ça a marché. Et de là, quand je suis parti à Martigues, je fais 6 mois de folie. Je suis en feu, tout se passe bien, un cadre de vie exceptionnel. On appelle cette ville le Petit Venise, que c'est une belle ville, bord de mer, etc., à côté de Marseille. Vraiment un cadre de vie idéal pour pouvoir même jouer son football et une vie de famille, quoi. Et d'ailleurs, c'est où mon premier fils est né, quoi, à Martigues. Et la deuxième partie de saison, c'est là qu'on vous dit que le football, c'est très, très dur. Parce que beaucoup de gens voient le footballeur sur ses montres de luxe, sa voiture, sur voilà, son style d'habillement ou autre. Mais ils voient pas toutes les galères qu'un footballeur peut avoir. Et c'est là que j'ai connu mes premières galères footballistiquement. C'est que le coach Jean-Luc Vanucci, qui est entraîneur maintenant, je crois, des U18, je crois, de l'équipe de France, il part, il signe à Auxerre. Donc, on était content pour lui, tout ça. Un nouveau coach qui arrive, je suis passé de titulaire indiscutable à remplaçant, voire des fois hors feuille. Sans explication. T'as eu aucune discussion avec le coach? Aucune discussion. Donc, je mangeais mon frein jusqu'à une fois, il m'a fait un truc qui a mis les premières larmes dans mes yeux en tant que footballeur. C'était que on joue contre le Poiré-sur-Vie. Je rentre à la 80e minute avec un autre ami à moi, Tony Patrao, qui a eu le même problème que moi, le pauvre. Et de là, je rentre, je mets un but, une passe décisive en 12 minutes. Le week-end d'après, on va jouer la réserve de Monaco. On va jouer la réserve de Monaco. On perd 1-0. Il m'envoie m'échauffer, tout ça. 60e minute, il appelle un défenseur et fait entrer le défenseur attaquant. Je suis pas rentré du match. Je suis pas rentré dans ta tête à ce moment-là. Et là, c'est que... Explose? J'aurais pu exploser. Parce que de où j'ai grandi, j'ai pas eu une enfance un peu facile, où c'est que je traînais beaucoup dans les rues. J'étais, on va dire, entre guillemets, un petit voyou. Donc, j'aurais pu exploser, mais j'étais arrivé dans une phase où je venais d'être père. Et le football aussi m'avait beaucoup apaisé, parce que j'ai réussi à sortir d'un quartier un peu difficile, très difficile. Et ça m'a beaucoup calmé, ça m'a beaucoup ouvert aussi sur la vision du monde et de ce qui se passe autre que de la cité. Parce que quand on grandit en cité, beaucoup de gens, c'est « Ah, moi, je vais grandir dans la cité, je vais mourir à la cité. » Ouais. Mais c'est faux. C'est faux, parce que quand on commence à connaître autre chose que la cité, on voit que le monde, il est très beau aussi, quoi. Et ce jour-là, pour dire, pourtant, il m'était chauffé pendant 45 minutes. Je me suis même pas douché, je me suis habillé. Je rentre dans le car et là, j'avais les larmes dans les yeux. Ouais. Je pense que si je clignais, là, tout tombait. Et au même moment qu'il ouvre le van, le coach. Et je l'ai regardé. Et là, quand il a vu comment je l'ai regardé, il a refermé le van. Et après, de là, c'était des entraînements. Je me donnais à fond, mais je commençais à peu me faire jouer. Dernier match, il a voulu me faire plaisir, on joue contre Nice. Il m'a rendu me faire entrer 30 minutes, j'ai claque doublé. Et après, c'est de là que j'ai été contacté par Xavier Collin pour aller signer à l'AS Béziers. C'est tellement intéressant ce que tu dis, parce que ça fait preuve
de ce que j'ai dit plus tôt, de la résilience, qui représente un petit peu ta carrière en général. Quel âge tu as à ce moment-là? J'avais 24 ans. 24 ans. Ouais. 23, 24, ouais. Donc, on fait une petite pause sur l'épisode en cours pour vous dire une chose, pour vous dire merci. Merci d'être autant présent semaine après semaine sur le podcast Histoire de foot. Mon nom est Antoine Gagné, animateur et producteur du podcast. Et je vous le dis, ça me fait chaud au cœur de voir qu'à chaque semaine, vous êtes présent pour écouter les différentes histoires de foot qu'on a avec nos invités. Maintenant, si vous écoutez le podcast depuis quelque temps maintenant, vous le voyez, on n'a pas de sponsor, on n'a pas de gens qui vont venir financer le podcast. Tout est fait avec notre propre argent de A à Z. Et la seule chose que vous pouvez faire aujourd'hui pour nous aider, pour nous encourager, c'est simplement de vous abonner. De vous abonner sur YouTube, de vous abonner sur Spotify ou encore sur Apple Podcasts. Plus l'auditoire grandit, plus qu'on va être capable d'avoir des invités de classe mondiale et de continuer à vous livrer des histoires de foot qui vont pouvoir marquer votre esprit. Donc, je vous remercie encore. De retour à l'épisode en cours. J'aimerais que tu me ramènes à ta vision de passer footballeur pro à ce moment-là. Parce que, soyons clairs, tu es footballeur amateur. Oui. Bien entendu, on va être payé, on est capable certainement de gagner notre vie d'une certaine manière, mais c'est pas exactement ce que les gens de l'externe sont capables de voir d'un footballeur. Est-ce que tu as encore espoir dans ta tête, même à 24 ans, de devenir footballeur pro à ce moment-là, même avec tout ce qui est en train de se dérouler? Oui, parce qu'en fait, je m'étais toujours dit, je suis parti de chez moi, je ne vais plus retourner chez moi. Quoi qu'il arrive, je vais tout faire, même si c'est pour partir à l'étranger ou quoi. J'ai réussi à partir de où j'ai grandi. Je veux réussir mon rêve et quoi qu'il arrive, je vais réussir. Et moi, le truc, c'est que j'ai une force de caractère en moi qui me permet de, peu importe les épreuves, je vais réussir, même si ça doit prendre 1, 2, 3, voire 4 ans. Si je veux réussir, je vais le faire. Et c'est grâce à ça que j'ai réussi par la suite à signer pro, parce que je n'ai jamais lâché. Je n'ai jamais lâché. J'ai eu des parcours de ma vie qui ont fait que je pense que c'est ça qui a fait ma force de caractère, parce que j'ai grandi qu'avec une mère célibataire, 3 enfants. Donc pour une mère célibataire, c'est difficile. J'ai mangé à la Croix-Rouge. J'ai eu beaucoup de trucs que les gens ne savent pas. Tous les samedis, aller chercher son repas avec sa mère, un caddie pour les 3 enfants pour la semaine, etc. Ça aussi, les gens ne savent pas. Mais c'est pour ça que je me suis dit, jamais de la vie, je pourrais rentrer chez moi. J'avais promis à ma mère, je lui ai serré la main. J'ai dit, maman, je pars de la maison et je retourne avec un contrat professionnel. Et peu importe la durée, mais je vais signer pro. Jusqu'au jour où j'ai signé pro, et ben, elle en a pleuré, mais c'est parce qu'elle sait que tout ce que j'ai enduré dans ma vie avant ce contrat professionnel. Ta mère, est-ce que tu suis un peu dans le foot? Ouais, bah avant, quand j'étais plus jeune, c'était un peu plus compliqué parce que j'ai une mère qui est assez malade. Donc, tout ce qui était dans le monde amateur, elle était venue me voir, je crois, que 2 fois en tant que jeune. Et après, dès que j'ai signé pro et on avait la possibilité qu'elle voyage un peu dans des meilleures conditions, bah, ça m'a suivi beaucoup. Ouais. Wow. Parlons de l'AS Béziers, parce que c'est là que tu es capable de confirmer. Exactement. Donc, tu finis l'année, tu marques le doublé, comme tu nous mentionnais, contre Nice. Toi, dans ta tête, tu as une certitude, tu as une conviction que tu es capable de jouer au plus haut niveau, de marquer des buts, d'être titulaire indiscutable. Tu te retrouves à l'AS Béziers. Au final, on regarde tes chiffres. 27 buts en 65 matchs. C'est des très belles statistiques. Tu arrives là-bas, tu dis on t'a contacté. Est-ce que le club te suivait depuis un certain temps déjà? Comment ce mouvement s'est fait avec l'AS Béziers? Ben, ce mouvement, je m'en rappelle encore. C'était un jeudi, j'étais chez moi. Et il y a le coach Xavier Collin, à qui je fais un gros bisou. C'est ce coach-là qui m'appelle. Il me dit, ouais, bonjour Xavier Collin, est-ce que je peux m'entretenir avec toi? Je dis, ouais, bien sûr. Donc voilà, entraîneur de Béziers. Toi, tu es ta. Et je sais qu'il faudra que tu travailles sur ça. Et moi, je suis capable de te le faire. Il m'a sorti toutes mes qualités. Oh, wow. Toutes mes qualités. Il m'a dit, tu sais. T'avais analysé, là. Ouais, il me dit, je sais que t'es puissant, t'es rapide, t'es un bouffeur d'espace, t'es comme ça. Je me suis dit, mais pourquoi hésiter? Il me connaît et il sait qu'est-ce que je dois travailler. J'ai dit, ben,
Le jeudi même, je leur rappelle, je dis, ouais, moi, je finis avec vous. Donc, de là, je pars à Béziers. On fait une excellente saison. On monte en national. Donc, encore un club en CFA. Voilà, on était encore en CFA, 4e division française. On monte en national. Le coach me gardait. Le président ne voulait plus trop de moi, or que j'avais fait une super saison. Le coach, il a dit, quoi qu'il arrive, moi, je garde Fortuné, ou sinon, ça va pas continuer comme ça, quoi. Donc, il me garde, il m'augmente que de 200 €. Mais comme j'ai dit, je suis venu pour un but, donc l'argent, ça viendra après, quoi. Donc, on vient, je débute la saison en boulet de canon. À la trêve, je suis meilleur buteur du national déjà. Malheureusement, le coach, il se fait virer parce qu'on n'avait pas les résultats escomptés. Après, c'était notre première saison nationale aussi, donc on apprenait. Deuxième partie de saison, c'est son adjoint qui a pris, Mathieu Chabert. Et de là, je termine à 17 buts, 6 passes décisives, meilleur buteur du national et deuxième meilleur joueur du championnat derrière Nicolas Pépé. Oh, qui avait fait une grosse saison à Orléans. Ouais. Et de là, je me suis dit, ouais, j'ai fait 2 saisons à la SBC. 2 saisons et j'ai vraiment produit grâce à ce coach-là le football qui me correspondait. En fait, c'est, voilà, je te demande ça, joue au football, mais juste respecte ce que je te demande. Parce que moi, je suis quelqu'un, avec là, j'ai pu purifier mon jeu et vraiment connaître le football. Mais avant, j'étais un joueur vraiment plus basé sur la provocation. Voilà, balle au pied, j'allais fixer, dribbler à volonté ou quoi, jusqu'à le coach une fois pendant 2 semaines. Et ça, je le répète à chaque fois, mais parce que ça m'avait vraiment marqué. Je dribble dans une zone qu'il fallait pas. Je perds la balle, contre-attaque. Bon, il n'y a pas but. Et c'était à l'entraînement. Il dit stop. Il me dit, Kevin, 2 touches de balle, tout le monde libre. Et pendant 2 semaines, tous les entraînements, j'avais 2 touches de balle. Alors, c'est dire que des fois, je contrôlais, je voulais partir, je me dis, il me reste une touche. Comment je dois faire? Et en fait, c'était pour m'apprendre que dans des zones, il y a des zones où on peut dribbler et des zones où on doit lâcher, savoir redemander par la course, etc. Et c'est grâce à ce coach-là que j'ai commencé à purifier mon jeu, savoir où je peux dribbler, où je peux pas dribbler. Et après, au bout de 2 semaines, après, c'était tellement rentré en moi que après, des fois, je jouais en 2 touches, or que j'avais la possibilité de fixer en 3-4 touches, quoi. Mais en fait, il m'avait tellement bien expliqué la chose que après, dans ces zones-là, à risque, je respectais le football, quoi. Je faisais pas à ma façon. Je respectais ce que le jeu demandait. Pendant 2 semaines à 2 touches de balle. 2 semaines à 2 touches de balle. Et est-ce que l'entièreté de l'équipe le savait ou que toi le savais? Non, c'était... il avait arrêté l'entraînement. C'était un mercredi. Il a arrêté. Il a dit stop. Il m'a dit, Kevin, toi, tu as 2 touches de balle. Toute l'équipe libre. Ouais. Et c'était trop dur. La première semaine était très dure. Très, très dur. Parce que quand on se voit, on n'a que 2 touches. Les autres sont là, ils vont fixer, etc. Et nous, on n'a que 2 touches. Non, c'était trop dur. C'était trop dur. Mais ça a dû tellement te faire améliorer. Mais ça m'a fait améliorer parce qu'après, en championnat, je voyais des fois, comme j'étais un joueur, déjà, j'étais le meilleur buteur. Donc, les équipes commençaient à venir beaucoup sur moi. Et j'avais cette capacité d'aller vite et ma percussion. Donc, des fois, sur un appui remise, après, je prenais l'espace, j'allais vite. Donc, ça me permettait de bouffer les espaces, me retrouver 1 contre 1 contre le gardien, tout ça, quoi. Donc, c'était plus facile. Le foot, justement, commençait à être plus facile pour moi parce que j'avais respecté les consignes du coach. Et là, t'es meilleur buteur de national, 2e meilleur joueur de national cette année-là. Les projecteurs arrivent sur toi un peu en ce moment. Ouais, si. Je suis beaucoup sollicité. Parle-nous un petit peu de ces sollicitations-là en coulisses. Là, cette sollicitation était pas mal. Entre-temps, elle était bien, mais pas bien. Parce que dans le sens où j'avais un agent, Daniel Chrysostome, qui s'occupait un peu de moi, mais il s'avère que ce monsieur-là était... comment je pourrais dire ça? Il n'était pas réglo avec moi. Il n'était pas réglo avec moi dans le sens où on m'avait fait signer un contrat avec lui. Il m'avait fait signer, sauf que des fois, on a des trucs en nous qui nous disent ouais, quand même, il faut vérifier certaines choses. Un jour, j'étais posé là chez moi et tout, je check le contrat, et il s'avère que quand je tape le nom de l'agent, il n'est pas licencié agent. Oh.
Il m'avait dit qu'il était licencié agent FIFA. Il n'était point agent FIFA. Je tape l'adresse du contrat où j'ai signé. C'était une salle de sport. Et il y avait tout ça. Et c'est pour ça que c'est un message aussi à certains jeunes joueurs. C'est que demain, il y a un agent qui vient vous contacter ou autre. Demandez-lui toutes ces informations-là. Agent. S'il vous dit qu'il est agent FFF, normalement, si vous appelez la FFF, il va vous dire tout de suite s'il est répertorié dans les agents de la Ligue ou pas. Et en fait, j'avais signé un contrat caduc. Donc, en gros, j'étais encore un joueur libre. Avec qui? Avec Daniel Chrysostome, il s'appelait. Mais le club avec qui t'avais signé? Non, j'avais encore signé avec personne. C'était juste mon contrat avec l'agent. Avec l'agent. Voilà. Donc, littéralement, ton engagement contractuel est avec un agent qui n'est pas un agent. Exactement. Donc, de là et tout, j'ai beaucoup de clubs qui commencent à m'appeler moi. Oh. Et m'appeler, mais moi, je suis pas agent, je sais pas gérer ce genre de choses-là. Et là, il y a beaucoup d'agents, comme ils savaient que j'étais libre, ils m'appelaient, beaucoup d'agents m'appelaient, beaucoup me disent, oui, j'ai tel ou tel club pour toi, etc. Ensuite, j'étais beaucoup avancé avec Clermont-Ferrand, avec qui c'était bien avancé. Et un jour, je suis posé là, chez moi, en train de manger une pizza. Manger une pizza, là, mon téléphone, il sonne, il me dit, oui, voilà, bonjour, Cyril Roll. Je sais qu'il y a Lens qui te veut, mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'agents qui parlent en ton nom. Donc, si tu veux, moi, je nettoie tout autour de toi, et puis je peux faire en sorte que tu signes à Lens. Maintenant, il y a Lens qui m'appelle. On s'entend, Lens. Il me dit, historique incroyable. Lens, j'ai mon cousin qui a évolué là-bas. Il dit, non, moi, je vais aller là-bas. Mais c'est que, au-delà de ça, c'est que cette conversation téléphonique, quand j'ai eu Cyril, ça matchait direct. Je sais pas comment vous l'expliquer. C'est comme une rencontre avec une femme, quoi. C'est le coup de foudre. J'ai dit, moi, je vais aller avec vous. Il m'a dit, OK, je m'en occupe. 2 jours après, je me suis retrouvé à la Gaillette. Oh, wow. 2 jours après. Parle-nous du projet sportif qu'on t'explique et qu'on te met sur la table. Eh ben, en premier lieu, le projet sportif, il m'a fait un peu peur. Parce que, comme je vous ai dit, j'étais beaucoup avancé avec Clermont. Il y avait pas mal de clubs. Il y avait toute la Ligue 2 qui me voulait. Il y avait toute la Ligue 2. Ah, j'imagine. Avec Clermont, c'était le club qui me proposait le plus gros contrat. Lens, pour vous dire, c'était le club qui proposait le plus petit des contrats, que ce soit en termes de contrat et de salaire. Mais je voulais tellement aller à Lens, je me suis dit, peu importe, c'est là-bas que je veux aller. Le lendemain que j'ai Cyril, il y a Alain Casanova qui m'appelle, il me dit, oui, voilà, on est très content de ta venue et tout. Sache que tu vas être un joueur de complément pour moi. Tu seras avec nous et tout, mais le week-end, tu seras un peu avec la réserve. Je dis, il n'y a pas de souci, coach, je vais vous montrer ce que je sais faire, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc, j'arrive là-bas. Je commence par un peu beaucoup de tout ce qui est travail de course et tout pour avoir un peu le volume de jeu nécessaire à la Ligue 2 parce que je sortais du monde national. Premier entraînement, tout ça, intensité, c'était pas la même intensité qu'à Béziers. Notre niveau. Ah ouais, c'était un autre niveau. C'était un autre niveau. Vous avez des joueurs comme des Gébamin, des Bourigeaud, Willan Cyprien, Loïc Landre, Mathias Sautré, j'en passe. Hein, vraiment des joueurs qui ont déjà connu la Ligue 1 ou autre. Et l'intensité, elle était monstrueuse. Ouais. Par exemple, après le repas de 13h30, je faisais des 14h, 18h. Je dormais de 14h à 18h, mort, tellement que l'intensité, elle était monstre. Donc, on s'entend, c'est ta première expérience professionnelle. Ouais, c'est ma première expérience professionnelle. 26 ans. Tu sais que ton premier contre 26 ans. À 26 ans. Il a 26 ans. Parce que j'ai jamais voulu lâcher. Non. J'ai jamais voulu lâcher. Donc, le premier mois était dur. Était dur pour, voilà, avoir ses marques, avoir dans les jambes l'intensité que le coach demande. Donc, non, c'était pas mal. C'était dur. Bon. Et là, je veux que tu me parles un petit peu parce qu'il doit y avoir un déclic à quelque part. Parce que tes statistiques à Lens sont bonnes. Je veux dire, t'as marqué lors de je pense que c'est ta première saison. T'arrives à Lens en 2017? 2016, je crois. Ouais, 2016, 2018, j'ai fait, ouais. Ouais, 2016-2018. Donc, je crois que c'est la deuxième saison vraiment qui a une très, très belle confirmation. Ouais, je suis un double-double. Effectivement. Et la première saison, à quel moment le déclic se met en place de ton côté? Alors, le premier déclic, en fait, c'était sur mon premier match. On va à Niort. Et
Il y a 0-0, tout ça. Et il m'envoie m'échauffer. Alors là, déjà, dans ma tête, c'est le 14 juillet. Je me dis, oh là là, il fait chaud. Ah ouais, là, je vais rentrer et tout. Là, je suis excité de fou. 60e, il appelle un jeune joueur qui avait 17 ans. J'ai dit, ah ouais, ça sent pas bon. Il m'avait dit que j'allais jouer avec la réserve. Ça sent pas bon. Là, il m'appelle à la 89e. Kevin, tu vas rentrer. Il n'y avait que 2 minutes de temps additionnel. J'ai touché un ballon en 3 minutes. Je me suis dit, oh là là, c'est donc ça le foot, ça va être dur. Je me dis, mais c'est pas grave. Ça, c'est qu'un petit détail. Donc, j'ai continué toute la semaine. On joue tour à la maison. Et là, on prend un carton rouge. On menait 1-0, 1-1, ensuite 2-1. Et là, il me fait rentrer à la 60e. Mais pendant que je mets mes chaussettes et tout, il me dit, Kev, là, c'est à toi de faire la différence. Quoi qu'il arrive, si tu fais même une bonne entrée, ça va sentir bon. Et là, en 30 minutes, j'ai retourné le match. J'avais déjà eu 2-3 occasions. Je mettais le feu comme je sais faire, tout ça, jusqu'à ce qu'à la 92e, corner pour nous, il y a la tête d'Abdoulba. Et comme un signe du bon Dieu, la balle arrive devant moi comme ça. Reprise à bout portant, but, égalisation. Et là, je cours... comme si j'étais dans FIFA, quand vous faites courir vos joueurs partout. J'étais partout comme ça, j'ai sauté dès les supporters. Les supporters sont là, ils disent, ouais, Fortuné, on t'aime et tout. Alors qu'auparavant, quand j'ai signé à Lens, moi, j'étais pas tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça. Mais par mesure de sécurité, le club m'ont dit, il faudra te certifier, tout ça, pour pas que tu aies une usurpation d'identité, etc. Donc, j'ai des Facebook, Twitter, Instagram, tout ça. Sauf que ma sœur regardait souvent un peu ma page Facebook et tout. Et elle me dit, ouais, mais Kevin, pourquoi les gens, ils ont autant de haine sur toi? J'ai dit, mais comment ça? Et ça avait vraiment touché ma sœur. Et ma sœur, qui est quelqu'un de très, très fort, ma sœur, on avait même pleuré et tout. Elle me dit, mais regarde les gens, comment ils sont mauvais sur les réseaux. Ouais, vous allez chercher une bonne fortune en national, mais c'est qui ce joueur et tout. Ah, des trucs. Alors qu'on ne me connaissait pas, on m'avait jamais vu jouer. Moi, ce qu'ils ont regardé vraiment toute une saison de ma saison nationale, s'ils auraient vraiment regardé ma saison, ils n'auraient pas dit ça. Mais vraiment, j'ai pris des critiques. J'ai dit, elle s'appelle Sabine. Je disais, Bibine, ne calcule pas les réseaux. T'inquiète, je vais faire mon taf, ne calcule pas. Elle me dit, ouais, mais je trouve ça dégueulasse. T'as rien demandé, tu fais ton rêve, mais les gens, ils te critiquent comme ça sans te connaître. J'ai dit, malheureusement, c'est le football, quoi. Ouais. Et dès que j'ai marqué du joueur qui était nul, je suis passé à Kevin, oh, on t'aime et tout, nanana. Donc ça, c'était un samedi. Ouais, c'était un samedi. Le mardi, où il y avait encore la Coupe de la Ligue, on joue Ajaccio et on gagne 3-0 et je mets un doublé. Oh. Je mets un doublé. Ah, donc là, tu confirmes. Là, ouais, là déjà, je confirme mon match de tour. Mais bon, des fois, on dit, ouais, c'est peut-être un feu de paille. Donc, on prépare la semaine encore et tout. Je suis déjà à 3 buts en 2 matchs, donc ça va et tout. Et de là, après, on va jouer à Nîmes. Nîmes, 15 premières minutes très en difficulté. Ils nous mettent sous pression, etc. J'ai une première occasion et tout. Et là, je marque pour moi l'un de mes plus beaux buts à Lens et même de ma carrière. Corner pour Nîmes. On la dévie. Abdelazoubir qui est à la balle. Et en fait, je fais un appel extérieur et lui, il re-rentre dans le cœur du jeu et il me fait une diagonale. Et dans la diagonale, en fait, je vois la balle, elle monte, mais elle ralentit un peu. Donc, en fait, le défenseur qui avait que l'œil sur le ballon et puis sur moi, j'ai repiqué devant lui, contrôle porte-manteau devant lui, j'ai accéléré et je rentre dans la surface et je mets une feinte de frappe. Et lui, il tac, et le gardien, il tac, ils se mangent tous les deux et je marque dans le but vide. On veut sortir une vidéo pour les gens qui les écoutent. Ouais, c'est un but qui avait fait quand même pas mal de buzz. Et on gagne 2-0. Et là, je commence à être lancé dans le bain. Ce n'est plus vraiment un feu de paille. C'est vraiment voilà un feu qui est bien là, quoi. Donc de là, ça va bien, etc. Dans la semaine qui arrive, il y a un nouvel attaquant qui arrive. Je me suis dit, mais je comprends pas. Je suis à 4 buts en 3 matchs. Tout va bien, je suis en pleine bourre et tout. Et c'est mon ami Christian Lopez, un Espagnol en plus. Il arrive et tout. Mais je sais pas, avec lui, il y a une alchimie.
ça passe bien. Et puis moi, de toute façon, je suis très jovial, je rigole avec tout le monde. Même si t'es mon concurrent, je vais rigoler avec toi. Et le match qui a suivi, on joue Orléans, et le coach, il me dit, ouais, tu seras remplaçant. Je vais te laisser souffler un peu. Je dis, moi, coach, je suis bien, là, je suis en forme. Il me dit, ouais, mais pour l'instant, il y a l'arrivée de Christiane, là, on va te faire reposer et tout. Donc, j'ai compris que voilà, Christiane partait comme numéro 1. Sauf qu'on joue, tout ça, nanana, on perd 2 à la mi-temps. Kevin va t'échauffer. Je rentre, on gagne 4-2, je suis décisif 2 fois par la passe. À partir de là, il m'a plus jamais sorti. Casanova, il m'a plus jamais sorti du 11 titulaire. Donc là, on s'entend 4 matchs, tu marques 4 buts de passes décisives. Et là, avec Christiane, une alchimie incroyable. Je connaissais tous ses déplacements, je connaissais tout ce qu'il savait faire, je savais. Et comme on jouait je jouais en faux attaquant, en 9,5, donc j'étais autour de lui, donc ça me permettait d'avoir toutes mes qualités vraiment au top. Je pouvais aller fixer les adversaires, aller dribbler dans la provocation, tout ça, délivrer justement pas mal de passes décisives pour Christiane ou autre. Donc, sur une première saison que j'avais faite, déjà, c'était déjà pas mal, quoi. Parce que c'est un des points qui est très intéressant avec toi, c'est que tu es un attaquant qui marque des buts, mais tu fais beaucoup de passes décisives. Tu es capable d'être très généreux dans ton jeu, d'où la raison pourquoi des fois tu gravites autour de l'attaquant central. Si tu avais à te décrire spécifiquement, plus facile pour toi de donner un ballon décisif ou de marquer un but? Alors, ça, j'ai toujours pris ces questions-là comme une question piège. Dans le sens où moi, de base, je suis attaquant, donc on me demande toujours de scorer. Mais grâce justement à Xavier Collin, j'ai toujours appris que être décisif par la passe, c'est autant jouissif que marquer un but. Absolument. Parce que quand tu fais marquer ton partenaire, il marque et il te cherche pour aller célébrer avec toi, pour moi, t'as marqué avec lui. Donc, j'ai toujours été bâti pour marquer, mais aussi faire marquer. Et c'est pour ça que partout où je suis passé, j'ai toujours eu des stats, que ce soit de buts ou de passes. Parce que pour moi, faire marquer, c'est autant excitant, jouissif que marquer un but, quoi. Absolument. Puis bon, donc première année à Lens, ça se passe assez bien. Dis-moi, est-ce que c'est cette année-là ou l'autre d'après que vous faites les playoffs? Non, en fait, cette année-là, on était barragistes pour faire les playoffs. Sauf que à la 92e et 36 secondes, il y a Amiens qui va marquer à Reims. Ouais. Et ils nous ont privés des playoffs parce que 3, ils sont repassés devant nous. Donc, vous restez en Ligue 2. On reste en Ligue 2. Pendant cette année-là. Et l'autre année d'après, on joue le maintien, ouais. Vous jouez le maintien. Et là, ce qui est intéressant, c'est que là, tu as une autre très belle saison à Lens, la deuxième saison. Ouais, bien sûr, parce que cette année-là, je recommence avec Casanova. Sauf qu'après, on fait un début de saison catastrophique. Il y avait rien pour nous, rien nous réussissait. On a fait 7 matchs, 7 défaites. Ça n'était jamais arrivé dans le club. Beaucoup de problèmes avec les supporters en partant de là. Entre-temps, moi, j'avais eu aussi un drame personnel. Ouais. Donc, ça fait que j'étais dans une phase un peu délicate. Mais heureusement que j'avais le foot pour me sortir de ça, parce que c'était un peu compliqué. En échappatoire? Ah oui. Oui. Je pense que j'aurais pas eu le foot, je pense que j'aurais fait comme une Adriano, je pense. Ouais. Dans le sens où je serais parti du mauvais côté. Mais il y a eu le foot et il y a eu mon premier garçon, ouais, et ma seconde fille qui m'ont fait réaliser que je ne peux pas lâcher pour eux. Et c'est pour ça, c'est comme tu le dis depuis le début, c'est que j'ai une résilience en moi qui fait que je ne peux pas abandonner ce que déjà j'ai construit dans la difficulté et dans la douleur. Et je peux pas laisser les miens comme ça, quoi. Donc, ça m'a toujours... ma force caractère m'a toujours permis de me relever dans les moments même les plus difficiles au monde. Mais grâce à ça, ça m'a permis de refaire une saison, de m'appuyer justement là-dessus pour m'aider à faire quelque chose de bien. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est comme ça que j'ai fait mon double-double. 10 buts, 10 passes D, dans une saison difficile. Mais le truc, c'est que
le club m'avait donné des cartes en main pour pouvoir m'exprimer le mieux possible. Et en fait, c'est sur cette deuxième saison-là, j'ai vraiment senti que Lens m'avait donné un peu les cartes et le jeu en main pour pouvoir m'exprimer et prendre les gars avec moi sur ce wagon-là. Et quand tu as vécu ce drame familial qui est épouvantable, est-ce que tu as pensé à arrêter le foot? Alors, j'ai pas pensé à arrêter le foot, mais en fait, c'est que j'étais rentré dans un autre style de monde. En fait, c'est que une première fois, même, je vais te raconter une anecdote, hein, je crois, parce que même à part, je crois, mon frère et on va dire mon ex-compagne, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça. C'est qu'une fois, après que j'ai enterré ma fille, j'appelle le coach, il devait partir en stage, il dit moi coach, je suis obligé de venir avec vous, je peux pas rester chez moi, faut que je vienne en stage parce que si je reste chez moi, je vais péter les plombs. Rester là enfermé, avoir tout ce que vous voyez, c'est ne serait-ce même toucher la table, ma fille toucher la table. Ouais. Donc en fait, je vais voir ma fille partout, je vais péter les plombs. Donc il me dit okay, si tu penses que tu as les épaules nécessaires pour faire avec nous on t'accueille à bras ouverts et tout. Donc de là, je sors de Toulouse, je prends l'avion, je rentre sur Paris et de Paris, je prends ma voiture et puis je conduis. Et je conduis sur l'autoroute, hein, je vois l'autoroute en face de moi, je conduis. Mais j'étais tellement rentré dans une phase où je m'en foutais de la vie. Maintenant, j'ai perdu ma fille, j'ai perdu ma princesse. J'étais dans une phase où je commençais à conduire. Et pour moi, je conduis sur la route. Mais en fait, j'étais en train de me déporter petit à petit sur la route. En fait, mon subconscient était resté en fait figé sur une image. Et des voitures me klaxonnaient et tout. Hein. Mais en fait, c'est non. Et en fait, qu'est-ce qui me sauve? C'est que sur les balises, sur les autoroutes, maintenant, il y a des sortes de petits graviers. En fait, dès que ça commence à toucher, ça fait un petit bruit. Et là, je sens des vibrations sur ma voiture. Et je cligne des yeux et je suis en train de me déporter sur la droite. Et en fait, c'est là, je me dis, non, ok, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Je me laissais aller. Et après, je me suis dit, non, je suis rentré chez moi. J'ai pleuré un bon coup. Je dis, non, faut que j'aille faire mon foot. Donc de là, je vais à l'entraînement, je reprends les entraînements. Ça me fait un peu oublier ce drame-là. Et sauf qu'au bout d'1 mois et demi, 2 mois, le coach un jour me convoque. Le coach Casanova. Il me dit, ouais, Kevin, faut qu'on parle et tout. Je dis, ouais, coach, y a pas de souci. Il me dit, ouais, voilà, c'est pour dire, fais attention. Je dis, moi, fais attention. Il me dit, ouais, parce que t'as un comportement un peu désagréable au niveau de tes coéquipiers et tout. Tu parles mal, t'es très agressif et tout. Je dis, moi, coach? Il me dit, ouais. Je dis, mais c'est pas possible. Il me dit, ouais, mais c'est pour ça que nous, on te dit rien par rapport à ce qui s'est passé. Mais voilà, je tenais à te le dire parce que tu deviens très agressif au niveau de tes coéquipiers, même dans ta parole et tout, dans tes gestes et tout. Et moi, en fait, ça m'a mis un choc parce qu'en fait, je me voyais pas comme ça. Tu t'en rendais pas compte? Je me rendais pas compte du tout. Mais tout le monde autour de moi voyait, mais comme ils voyaient que je sortais d'un drame de 1 mois, ils disaient, ouais, c'est normal. Mais moi, pour moi, tout allait bien, quoi. Donc de là, j'avais fait une petite réunion, j'ai dit aux gars, ouais les gars, moi je suis désolé, je me rends pas compte de ce que j'étais en train de faire par rapport à vous, parce que vous étiez là pour moi, parce qu'il faut savoir que moi le jour que j'ai enterré ma fille, j'arrive à l'enterrement, j'étais pas au courant, il y avait toute mon équipe avec moi. Il y avait tout Lens, le coach, des dirigeants de Lens, mon agent, je savais même pas, même des amis à moi avec qui j'ai joué à Béziers. Ils étaient là et c'est là que je me suis dit que au-delà du foot, quand vous faites quelque chose de bien dans la vie de tous les jours, on garde une bonne image de vous. Et ils étaient là à l'enterrement de ma fille. Donc, ça pour moi, ce sera toujours un grand merci éternellement parce que, en fait, déjà, j'avais les jambes coupées. Et quand je sors de la voiture, je les vois. Alors là, moi, j'étais, là, j'avais plus rien. J'arrivais même plus à avancer. J'ai embrassé tout le monde. J'ai dit merci, quoi. Je m'y attendais vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Et après, quand le coach m'a expliqué cette situation, je me suis excusé auprès de mes partenaires, tout ça. Et après ces 2-là, je me suis dit, non, pour elle, je vais faire la saison escomptée, quoi. Et je pense que c'est ça qui m'a permis de faire une bonne saison encore. Où tu trouves cette force? Parce que j'entends et je comprends le point de l'échappatoire. Mais tout de même, je veux dire, un drame comme ça,
être professionnel, c'est avoir une rigueur, une discipline de tout instant, une concentration de tout instant. Tu peux pas avoir ton focus qui part à droite, à gauche. Là, tu as toutes les raisons du monde de ne pas être concentré dans ton foot. Où est-ce que tu as trouvé la force? Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est ta famille? Est-ce que c'est... Je dirais, c'est déjà d'une ma force mentale parce que, comme je te l'ai expliqué, je me suis toujours battu pour avoir ce que je voulais. Et après, vraiment, je pense que c'est mes 2 enfants. Vraiment. Je pense que ça aurait été mon seul enfant. Ouais, je pense vraiment que j'aurais divagué sur un truc qui n'est pas bon. Mais mon fils Calvin et ma fille Gianni Liane, en fait, je me suis dit, je peux pas leur faire subir ça alors qu'ils n'ont rien fait, ils n'ont rien demandé. Donc, de là, je me suis dit, non, c'est une force. Ça va être ma force. Et après, c'est de là que, à chaque match, pour ça, chaque fois que je marquais, je levais les dossiers pour lui dire merci, parce que si j'ai marqué aussi, c'est grâce à elle aussi, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours gardé cette ligne directive. Chaque but, chaque passe, la remercier de la force qu'elle m'a retransmis lors de ce match-là, quoi. Wow. Donc, effectivement, tu trouves cette force. Ça se traduit sur le terrain. T'es plus fort que jamais. 10 buts, 10 passes décisives cette année-là. Ta dernière à Lens. C'est quoi tes meilleurs souvenirs? Meilleurs souvenirs, déjà, je vais dire ma signature. Ouais. Ensuite, mon but contre Nîmes, qui reste mémorable. Et puis, c'est, je dirais, cet amour que les supporters lensois ont pour moi. Parce que même au jour d'aujourd'hui, j'ai de l'amour de supporters. Moi, franchement, ça me touche de fou. Ça me touche de fou. Donc, c'est pour ça que je me dis toujours que je pense que j'ai fait tout ce que je pouvais faire au club sans tricher. Sans tricher et en respectant les valeurs de l'insigne que j'avais sur le cœur et en respectant les gens qui venaient me voir jouer, quoi. Donc, ça reste pour moi mes plus beaux souvenirs. Et comme tu l'avais fait il y a 2 ans auparavant avec Béziers en national, où est-ce que tu avais été le joueur qui marquait le plus de buts, le 2e meilleur joueur du championnat. Eh bien là, en Ligue 2, tu attires également des projecteurs. Et là, tu bouges à 3. Est-ce que tu avais besoin d'un changement d'air? Est-ce que c'est ça qui s'est déroulé? Est-ce qu'eux ont été insistants envers Lens? Parle-nous un petit peu de ce transfert à 3. Ce transfert à 3, alors il se fait tardivement parce que j'avais débuté avec Lens. J'avais marqué avec Lens contre le Red Star. Ouais. Et là, mais en fait, faut savoir que sur le début de cette 3e saison à Lens, moi déjà j'étais bien à Lens. Moi je me voyais terminer à Lens, quoi. Mais il y a un coach qui arrive et j'ai pas cette alchimie avec ce coach-là. Et moi je suis très fusionnel dans ma relation professionnelle. Si vous voulez tirer le meilleur de moi-même, faut que je sente que le coach m'apprécie. Je veux pas qu'il me caresse dans le sens du poil, mais voilà, je veux sentir que il peut vraiment compter sur moi. Et là, il y a le coach Montagnier qui arrive, mais je sens pas cette alchimie, ce petit truc. Donc, de là, il y a 3 qui appellent mon agent le 31 août, fin de mercato en France. La dernière journée. Voilà, et il me dit, ils te veulent absolument, or que ils étaient avant-derniers sur les 2 premiers mois de championnat. J'ai dit, moi j'y vais. Il me dit, t'es sûr? J'ai dit, ouais, moi j'y vais. Donc je me remets en mode challenge, tout ça. Donc j'arrive là-bas, je connaissais déjà pas mal de joueurs. Ouais. Et ils me disent, mais qu'est-ce que t'es venu faire ici? J'ai dit, les gars, cette année on va monter. Il me dit, mais t'es fou? J'ai dit, non, on va monter, vous allez voir. Il me dit, j'étais un malade. Mais le truc, c'est que à 3, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que il y avait une osmose entre les anciens et les jeunes, et c'était un club très famille, vraiment très famille, avec des joueurs de grande classe comme Benjamin Nivet, Stéphane Darbion, Chouki Ben Saada, avec des joueurs un peu plus jeunes qui venaient d'éclore comme Brian Mbeumo, Ryan Raveloson, beaucoup de joueurs qui voulaient vraiment tirer vers dans le même sens. Et de là, j'arrive, premier match, on joue le derby en plus contre Auxerre. Je viens, passe des pour Mbeumo, on gagne 1-0. Et la machine a été relancée, quoi.
Et dès ma venue, on est sorti de la zone rouge, je crois, au bout de 1 ou 2 matchs après. Et j'ai pu faire une belle saison. En plus de ça, on avait un coach voilà, qui avait une philosophie un peu étrangère parce que c'était un Portugais. Donc, c'était un coach qui aimait beaucoup le ballon, tout ça, mais avec une rigueur aussi un peu très structurée à la façon portugaise, quoi. Et j'ai fait la meilleure saison en termes professionnels. Meilleur passeur de la Ligue. Meilleur passeur de Ligue 2. 2 ans avant, t'étais en national. Ouais. Je termine à 12 buts. Et en fait, on avait une ligne d'attaque avec Johan Tousgar et Brian Mbeumo. BR, il termine à 14 buts pour une première année en Ligue 2. Tousgar, il termine à 16 buts. On avait Brian Pelé qui était pas loin aussi en termes de passes. Il était à 8 passes derrière moi. En fait, tout le monde voulait tirer vers le haut. Et ça fait que j'ai fait la meilleure saison, mais il y a ce petit mais, c'est qu'après on perd en play-off contre Lens. Ça, c'est un des points les plus paradoxaux de ta carrière, c'est que quand t'es à Lens, je pense que c'est la première année, vous ratez les play-offs de peu. Ouais, de 30 secondes. De 30 secondes, c'est toi au final qui prend la place. Et tu te retrouves à 3. Et finalement, vous perdez les playoffs contre Lens. Ouais. Et Lens se retrouve en Ligue 1. C'était, je dirais, c'est les aléas du foot, hein. Au moins, tu devais être content pour ton ancien club. Ouais, non, j'étais content pour mon ancien club, pour aussi des partenaires avec qui j'étais auparavant, tout ça. Mais non, c'était mon destin, quoi. Je pense que c'était comme ça. Faut juste savoir accepter. Deuxième année, c'est Laurent Batles. Deuxième année, ouais. Et Laurent Batles qui arrive avec une philosophie total football. Ouais. Franchement, qui était très, très, très plaisant. Je fais un début de saison tonitruant. Je repère encore contre Lens en Coupe de la Ligue. Je me suis dit, décidément, ils avaient un truc contre moi. Ouais. Mais ce jour-là, j'avais fait un match. Si on peut clarifier ça vraiment de classe, mais vraiment, j'avais fait un match. Mais malheureusement, on perd. Et ensuite, durant cette année-là, je me suis retrouvé à l'étranger. Il faut en parler un petit peu de ça. Un jour, il y a ton agent qui t'appelle. Qui dit, Kevin, j'ai peut-être un bon contrat pour toi. Puis il faut aussi situer les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Ligue 2, tu peux t'en sortir avec de bons salaires, mais on s'entend, il y a quand même un gap entre Ligue 2 et Ligue 1 et d'autres types de championnats. Donc, un joueur de foot comme toi, qui est quand même dans la vingtaine avancée, doit commencer à ne pas seulement penser avec son cœur, mais également avec sa tête. Bien sûr. Donc, ton agent t'appelle. Il y a un club iranien qui te veut. Ils vont tripler ton salaire, de ce que j'ai cru comprendre. C'est ça? C'était ça. Comment tu l'interprètes, ça? Tu vas aller jouer en Iran si on triple ton salaire? Alors, quand on voit le contrat, on se dit oui. Parce que, comme tu viens de le dire tout à l'heure, 3 ans auparavant, j'étais en national. Ouais. J'étais à sans tabou, j'étais à 1 600 € par mois. Je me suis retrouvé au monde pro, je touchais quand même bien ma vie. J'avais revalorisé mon contrat à plusieurs reprises. Je suis à 3, je suis bien aussi financièrement, mais là, vous avez un contrat qui triple votre salaire, en sachant qu'il y a 3 ans, vous êtes en train de galérer. On commence à un peu hésiter. C'est une famille. Aussi. Sauf que le truc, c'est que je sortais d'une super saison à 3 et je voulais monter en Liga avec 3 parce que il y avait vraiment la place pour, quoi. Mais un mercredi, j'ai un entraînement, je suis convoqué par le staff et le directeur technique. Ils disent, voilà, nous, on a accepté l'offre du club iranien de Tractor FC. Maintenant, c'est à toi d'aller terminer de profiler ton contrat. Et, ouais. Donc, tu pourras plus t'entraîner avec nous et tout. Je dis, mais moi, j'ai jamais accepté, moi. Je dis, ouais, mais nous, voilà, on a accepté et tout. On a besoin de l'argent. Donc, je rentre au vestiaire, j'appelle mon agent. Mon agent, il me dit, qui est toujours Cyril Roll, il me dit, ouais, Kev, je viens d'apprendre ça et tout, là. On fait comment et tout. Je dis, ben, je suis quelqu'un d'un peu rancunier. J'ai dit, moi, ça y est, je remets plus mes pieds à 3. Il me dit, ben, termine d'approfiner le contrat, et ben, tu me tiens au courant. Donc, de là, il fait ça dans la journée et tout. Je me retrouve à 18h à aller chercher toutes mes affaires dans le vestiaire.
repartir chez moi, reprendre ma voiture, faire 3 gare Sarcelles pour rentrer chez ma mère. Le lendemain matin, j'avais le train pour la Turquie, parce que j'ai signé tous mes documents, fait mes tests médicaux là-bas en Turquie. J'ai signé mon contrat là-bas, et là, j'arrive en Iran et tout, 2000 supporters pour moi. 2000 supporters t'attendaient à l'aéroport? À l'aéroport. Écharpe et tout. T'es sérieux? Je te jure. J'arrive et tout, je dis, ah ouais. OK. Et parce que là-bas, c'est une ville qui vit, c'est un pays, pardon, qui vit énormément du football. Ouais. Donc, tout ça, ça crée mon nom et tout. Mais c'est un autre monde, là. Ah ouais, là-bas, c'est un autre monde. Tu passes de l'Ouest, en Europe, en France. Ah oui. Qu'on n'a pas nécessairement beaucoup d'informations sur ce qui se déroule là-bas. Mais c'est ça, c'est surtout que moi, je suis arrivé, là, j'arrivais vraiment en terre inconnue. Ouais. Vraiment, je connaissais rien du tout. En plus, j'avais une notion de l'anglais, c'était à part hello, what you name, je connaissais rien de l'anglais. J'étais vraiment parti à l'inconnu. Donc, j'arrive, plus de mes supporters, je vis dans une suite, dans un hôtel. J'ai un chauffeur privé. T'amènes ta famille avec toi ou pas? Non, je pars tout seul. J'avais mon ex-compagne qui était enceinte de mon dernier petit garçon. Je pars tout seul, tout ça. Je pars vraiment là en mission commando là. Ouais. Là, dans ma tête, je me dis là, c'est total sacrifice. Total sacrifice. On va jouer au foot, mais on pense avec la tête. On va faire un maximum d'argent aussi là. Donc, je pars là-bas. Premier match. On joue contre Persépolis, c'est un club rival et tout. Je viens faire une reconnaissance terrain pour voir un peu le terrain, la tribune et tout, parce que j'avais jamais vu. J'arrive, il y avait déjà 60 000 personnes. 60 000 personnes dans le stade? 60 000 personnes, je te jure, Anto. 60 000 personnes. What? Je viens, je vais me changer et tout. On revient sur le terrain, 87 000 personnes. Premier match que je joue en Iran. On gagne 1-0. Trop content et tout. Donc là, c'est là que tu te rends compte que le foot, ça se joue dans tous les pays avec un niveau de passion. Ah ouais, mais en Iran, c'est vraiment, vraiment incroyable. C'est quadruplé. Les gens, ils sont fous de ça. Ils sont fous de ça. C'est quasiment dangereux. Là. Ah oui, le foot et la lutte, là-bas, c'est vraiment le sport national. C'est incroyable. Je fais quelques mois déjà d'adaptation. Bon, c'est un foot qui est offensivement très technique, des joueurs assez techniques, rapides, défensivement très très dur sur l'homme, beaucoup d'engagement. Mais après, pour moi, où il devrait un peu plus s'améliorer, c'est sur la notion tactique. Ouais. C'est vraiment un peu un foot basé sur l'attaque-défense sans cesse. Mais je joue 3 mois après le deuxième gros derby contre Esteghlal, où il y avait Gaël Kakuta qui avait signé là récemment. Et quand j'y étais, moi, il y avait Tchèque Diabaté, ancien grand attaquant qui était à Bordeaux, Metz, tout ça. On joue, on arrive au stade, quand il y a le panneau qui s'affiche, 110 000 personnes. Mon coéquipier qui était à ma droite ou à ma gauche, il pouvait me dire seul où ça vient, je l'entendais plus. On ne s'entendait pas sur le terrain. 110 000 personnes. Ouais. Ce jour-là, on perd 4-1 avec un triplé de Tchèque. Et pour sortir du stade, je vais te raconter une anecdote. Pour sortir du stade, on a mis 2h45. Pendant 2h45, on était assis dans le bus, on avançait pas à pas. Même les militaires n'arrivaient pas à faire circuler les voitures et tout. Un truc de fou. Incroyable. C'est quoi la vie là-bas? Comment tu vis? Parle-nous un petit peu de ton train de vie, ton quotidien. Mon train de vie, comme de base, je suis quelqu'un d'assez casanier. J'étais beaucoup dans ma suite, beaucoup de PlayStation avec mes gars en Europe. La chance que j'avais, c'est que dans mon hôtel, il y avait un grand centre commercial aussi. Donc, si je voulais me faire 2-3 petites courses comme ça, des plaisirs, on va dire des bonbons ou quoi, j'allais là. Si j'avais besoin d'aller quelque part, j'avais mon chauffeur. Si je voulais aller au restaurant, j'allais souvent avec les gars du club et tout parce qu'ils connaissaient un peu plus, les propres Iraniens même. Il y avait le capitaine du club, c'est un ancien joueur qui a joué en Espagne, Massoud Chojaï, et qui a joué 7 ans en Espagne, je crois. Donc,
C'est quelqu'un qui avait beaucoup de poids en Iran. Donc, j'étais souvent avec lui. Il me faisait connaître un peu. Beaucoup, malheureusement, quand ils vont entendre l'Iran, ils vont entendre parler de guerre, etc., etc. Mais je peux dire que c'est quand même un peu faux parce que j'y ai vécu 6 mois. J'ai jamais vu la guerre, j'ai jamais vu autre chose que voilà la joie des gens à m'accoster dans la rue. Je pense qu'il n'y a aucune vraie information. C'est exactement ça. Le seul problème que j'ai eu, mais on va dire que j'ai pas eu à assister, c'était parce que j'étais parti en sélection. C'est qu'en fait, il y avait eu un blackout où il y avait une coupure de tout ce qui est ligne réseau Internet, etc., etc. Et en fait, pour rentrer en Iran, il fallait toujours que je passe par la Turquie. Sauf qu'en rentrant de sélection, j'arrive en Turquie et il n'y a plus aucun vol qui va en Iran. Et je suis resté en Turquie pendant 3 jours. Et ensuite, ils avaient remis toutes les lignes, les réseaux et tout. Et c'est de là qu'après, j'ai pu rentrer en Iran. Mais à part ça, j'allais dans la capitale et tout. Une très, très grande ville, Téhéran. Ouais, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Donc, non, franchement, j'ai vécu 6 mois qui étaient pas mal du tout. Ouais. Et pour quelle raison tu reviens en France par la suite? Alors, mal du pays, aussi? Non, même pas. C'est que tout simplement, les gens qui m'ont fait venir, c'était des Turcs. Et ils ont vendu le club à des Iraniens. Et les Iraniens, c'est déjà un peu très communautariste. Ils voulaient plus d'étrangers dans leur effectif. Et on était 4. Un Brésilien, Mazola, un Péruvien, un Japonais et moi. Donc, moi, je me suis assis autour d'une table avec mon agent et mon avocat, pour savoir comment on peut s'arranger. Ils m'ont donné mon année de contrat, je suis rentré en France comme ça. Et c'est quoi que tu retiens un peu de cette expérience-là? Les supporters. Les supporters. Jamais joué devant autant de monde. Non. Les supporters, l'amour des gens pour leur club et puis leur sens de l'accueil. Incroyable. Même quand j'étais à l'hôtel, toujours aux petits soins pour moi. Même des fois, on me demandait, ouais, est-ce que tu veux une autre nourriture que iranien, histoire qu'on te mette à l'aise et tout. Vraiment, ils ont un sens de l'accueil incroyable. Et tu reviens à Auxerre? Je reviens à Auxerre 6 mois après parce qu'il y avait eu les premiers problèmes du Covid. Ouais. Donc, j'arrive à Auxerre, tout se passe bien. J'ai la chance d'avoir un coach qui me voulait déjà depuis un long moment, même quand il était à Brest, qui est Jean-Marc Furlan. Donc, ça se passe bien. Un nouveau concept du foot sans supporters. Donc, ça, c'était très difficile. Ouais. Donc, de là, je joue et là, j'ai le deuxième couac de ma carrière. C'est-à-dire où, première partie de saison, titulaire indiscutable, des bonnes performances, je marque, je suis décisif par la passe et tout. Deuxième partie de saison, vers le mois de février ou quoi, remplaçant. Et là, pendant 3 mois, hors feuille. Et tu vas me reposer la même question et je vais te dire que il n'est jamais venu, jusqu'à encore aujourd'hui, me dire pourquoi j'étais hors feuille. Sans aucune explication. Je venais, des fois, pour te dire, hein, pour lui montrer que j'étais là, des fois, à l'entraînement, je faisais des trucs incroyables. Et je marquais. Les gars me disaient là, bien joué, Kevin. Je le regardais, ils disaient, bien joué, Kevin. Je m'encourageais moi-même et je lui montrais, hein. Rien. T'as beaucoup d'expérience maintenant dans le monde professionnel, dans le monde amateur également. La communication entre les coachs et les joueurs, plus souvent qu'autrement, est-ce que c'est très propre à un entraîneur ou habituellement on communique? Alors, on a la chance d'avoir, des fois, il y a des coachs qui sont forts dans la communication, qui arrivent à parler, mais j'ai eu des coachs avec qui j'ai eu des très bons rapports en termes de dialogue ou quoi, et d'autres où on ne sait pas pourquoi, des fois, ils veulent pas te parler, ils vont pas te parler. T'auras beau faire 10 allers-retours devant lui, s'il veut pas te parler, il va pas te parler. T'as beau être le meilleur à l'entraînement, même le bien joué, s'il veut pas te le dire, il va pas te le dire. Mais toi, tu viens tout de même, l'année auparavant, bon, peut-être 2 ans auparavant, d'avoir une excellente saison avec 3. Tu es un joueur qu'on est allé chercher. Tu dois venir avec une certaine stature. J'imagine le directeur sportif ou même le président, à un certain point,
Ouais, bien Ils sûr. doivent poser des questions au coach, demander des comptes. Mais après, on sait pas qu'est-ce que le coach après va dire. On Les n'est pas là. directeurs sportifs, ton agent même. Ou... Non, même mon agent, il a appelé plusieurs fois. Non, on n'a rien contre Kevin. Décision du coach. Qu'est-ce que vous voulez faire? De toute façon, c'est lui qui aura les cartes. Ouais. S'il veut vous mettre, il va vous mettre. Donc, de là, je fais 3 mois hors feuille. Je fais un truc que j'avais jamais fait à la trêve. Ouais, à la trêve, à la fin de la saison, je ne pars pas en vacances. Je suis parti juste 1 semaine et après, j'ai dit, je sacrifie toutes mes vacances. Toutes les vacances, je travaillais. Toutes les vacances. Je reviens à la prépa, je pète tous les scores. Ah, ça. À Auxerre. Physiquement, tout. Les tests, je bousille tous les tests. J'arrive, je suis en jambes, je suis en canne. On part en stage. Je suis au top. Même les gars ils disent, non, Kev, là, tu vas nous pondre une saison, là. On fait 2 semaines de stage, premier match amical. Alors que toute la semaine, j'étais attaquant. Je faisais tout premier match amical, je débute pas le premier match amical. Il me fait rentrer milieu gauche. Alors que pendant les 2 semaines, j'étais qu'attaquant. Je me suis dit, c'est bon, ça sert à rien. Ouais. Ça sert à rien. Ton idée est faite. Non. On joue le match, je marque, hein. J'appelle mon agent, je dis, ça sert à rien que je reste ici. J'ai fait une saison blanche. Il dit, je le sens arriver, ça sert à rien. Et de là, je pars en sélection pour la Gold Cup et j'ai une voix italienne qui m'appelle, qui est Marco Simone, il me dit, moi, je te veux dans mon équipe. Tu veux être mon top player. J'ai dit, j'y vais. Pourtant, ils étaient en national. Mais j'ai senti que voilà, il avait vraiment besoin de moi. J'ai dit, j'y vais, je vais relever ce challenge-là. On parle de Châteauroux ici? Ouais. Et tu le vis comment de retourner en national, toi qui étais rendu professionnel? Mais je me dis, ça va comme ils avaient toujours le statut professionnel. OK. Et d'ailleurs, parlons un petit peu sans nécessairement entrer spécifiquement dans les chiffres, mais globalement, ça impacte quoi pour toi? Est-ce que ton salaire va diminuer de x3? Est-ce que ça reste similaire? Alors, la chance que j'ai eue, c'est que quand je vais à Châteauroux était parti dans une nouvelle ère. Ils avaient été rachetés par des Saoudiens. Donc, ils voulaient remonter tout de suite en Ligue 2 parce qu'ils venaient de descendre de Ligue 2. Donc, ils avaient mis les moyens escomptés. Donc, niveau financier, j'étais toujours au même niveau qu'à Auxerre. Donc, sur ça, il n'y avait pas de problème particulier. C'est juste le niveau, quoi, qui descendait. Mais non, j'arrivais avec un coach qui avait une philosophie de jeu incroyable. En termes de plaisir, ça faisait longtemps que j'avais pas pris un plaisir comme ça à l'entraînement et tout. Avec Marco Simone, c'était incroyable. Incroyable. En plus, c'était un attaquant comme moi, donc il me donnait des consignes. De là, le seul petit couac que j'ai eu, c'est que il recrute Nolan Roux, qui est aussi attaquant, qui a une très, très grosse carrière. Et il me dit, ouais, Kev, la direction veut que Nolan y joue. Ça te dérangerait pas de jouer sur un côté? Je dis, franchement, pour vous, coach, ça me dérangerait pas. Et je fais ouais, 4-5 mois en feu. Jusqu'à un moment, on avait même changé de dispositif. En 3-5-2, j'étais piston gauche. Et j'avais fait 3 matchs à ce poste-là de grande qualité. Et là, il y a un nouveau coach qui est venu. Et le nouveau coach en question qui arrive, c'est mon coach que j'avais la deuxième partie de saison à Béziers. Mathieu Chabert. Qui arrive avec une nouvelle philosophie. Lui, c'est un coach basé beaucoup sur le 3-5-2. Mais malheureusement, il y a Nolan et Thomas Robinet qui jouent devant. Donc, il savait très bien que je peux jouer 10. J'ai fait tous les postes possibles, sauf attaquant, durant toute la saison qu'il était là. Au bout d'un moment, j'ai pété les plombs. Au bout d'un moment, on me convoque dans le bureau. Ouais, Kevin, t'as pas le rendement escompté qu'on voulait de toi. Je les écoute parler, hein. Je les écoute. Au bout d'un moment, il dit, vous avez fini? Ils me disent oui. J'ai dit, OK, maintenant, je peux parler. J'ai dit oui. J'ai dit, vous m'avez recruté pourquoi? Attaquant. À quel moment j'ai joué attaquant depuis le début de la saison? 0. Comment voulez-vous que je marque? J'ai fait tous les postes possibles, vous m'avez jamais mis attaquant. Comment voulez-vous que je marque? Or que quand vous regardez mon ratio, j'ai des buts, hein. Mais tous les buts que j'ai mis, c'était non en attaquant. J'ai des stats de passe. J'étais pas attaquant. Le match qui a suivi, je suis remplaçant, il me fait rentrer attaquant, je rentre, je marque. Il m'envoie un message de directeur sportif. Bien joué et tout pour ton but. J'ai dit parce que j'étais attaquant.
C'était simple. Et après, on va à Sedan, c'était vers le mois de... Ouais, début mars. Et là, j'élimine un joueur, sauf que quand je l'élimine, il me fait une faute. Et je retombe main tendue sur mon bras et je me fais une fracture du coude. Fin de saison. Ah, ça, c'est le pire. Il me restait 3 mois, j'ai fait 3 mois out. Alors que je revenais attaquant, j'étais encore décisif, marqué, des passes et tout. Et coupure. Et là, c'était ma première blessure depuis que je fais du foot. Et ça en est une bonne. Et ouais, une bonne. Le coude, là. Ah oui, j'en ai pleuré. Juste déjà pour mettre l'attelle en résine. C'était compliqué. La rééducation, j'ai eu la chance de faire la rééducation à Clairefontaine, suivi par le staff médical de l'équipe de France de haute qualité, vraiment, avec Guillaume qui m'a soigné, vraiment. J'ai fait une rééducation exceptionnelle. Rien à dire. Et de là, on dit dans le football qu'on laisse des traces, il y a mon premier coach qui m'appelle, Xavier Collin, qui est entraîneur de l'US Orléans, et qui me dit, j'ai dit, moi, coach, si vous avez besoin de moi, pour vous, je reviens. Il n'y a aucun souci. Parce qu'avec Châteauroux, à ce moment-là, tu sens que ça va être complexe? Alors, non, pas complexe, mais je sens que je vais pas m'épanouir comme je le veux. C'est quoi les discussions? Est-ce qu'ils pensent te voir comme attaquant l'année d'après si tu reviens ou c'est encore milieu? Non, c'est encore un peu flou, mais même au niveau du club, je me sentais pas. Par contre, je mets une petite parenthèse, c'est qu'on avait un vestiaire, franchement, incroyable. Ouais. Un vestiaire incroyable. J'ai jamais autant pris de plaisir dans un vestiaire. Pourtant, on était énorme, on était 36 joueurs. 36 joueurs, or qu'il n'y en a que 16 sur la feuille de match. Donc c'est pour te dire. Et un vestiaire de qualité. Les deux qualités, on rigolait tous les jours. On allait manger ensemble, des sorties ensemble, tout incroyable. Incroyable. C'est important. Ouais, très, 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 très important. Et après de là, le coach Collin m'appelle et je le rejoins à Orléans. Orléans, la division nationale, pareil, eux, ça faisait 3 ans qu'ils étaient redescendus de nationale. Donc de Ligue 2, donc en 3e division. Et moi, je dis, coach, si vous avez besoin de moi, pour vous, moi, je reviens. Il me dit, ouais, mais nous, on n'a pas les mêmes finances que Châteauroux. Je dis, pour vous, c'est pas grave, je baisse mon salaire. J'ai baissé mon salaire de moins 50% pour le coach. J'ai fait un effort parce que voilà, ce coach-là, vraiment, c'est vraiment, comme je dis, c'est père et fils. Ouais. Et j'arrive et première saison, je claque autant de buts que j'avais l'habitude de faire, quoi. Tu t'es épanoui à Orléans. Ah oui, Orléans, je me suis épanoui. Épanoui parce que j'étais avec lui, je sais qu'est-ce qu'il attend de ses joueurs. Le seul changement, c'est qu'il était parti sur un nouveau système. Lui aussi, il joue en 3-5-2. Mais moi, j'étais vraiment attaquant, mais avec beaucoup plus de liberté. Donc, je me baladais sur la gauche, la droite. Il me laissait en totale liberté parce qu'il sait comment je joue. Je lui ai rendu sur le terrain direct. Direct. Après, entre-temps, il a été licencié. On a eu l'arrivée du coach Nicolas Ouzaï, qui est entraîneur à Pau. Très, très, très bon coach. Que ce soit humainement ou dans son coaching. Super, super coach. Et comme tu disais tout à l'heure, par rapport à, par exemple, à un Jean-Marc Furlan que j'ai eu, lui, s'il y a quelque chose qui va pas, il vous attrape direct dans la communication, etc. Toujours là, non, exceptionnel. Et ça pour un joueur, c'est important. Quand c'est bien, il est capable de vous le dire, mais quand c'est pas bien, il faut qu'il soit capable de vous le dire. Et s'il y a quelque chose qui va pas, qu'il vous le dise aussi. Et avec le coach Ouzaï, dans la communication, toujours très, 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 très important. Déjà, même pour lui et même pour les joueurs. Tu savais si tu avais un bon match ou si tu avais un mauvais match. Ah oui. Il faut te le dire, là. Ah oui. Non, c'est important parce que l'autocritique, c'est quelque chose de très difficile pour un footballeur. Absolument. Se dire, ouais, j'ai fait un bon match ou quoi. Et même moi, avant, des fois, je sais que au fond de moi, j'ai fait un match moyen. Mais vous connaissez, il y a toujours votre compagne ou autre qui veut vous dire que mais non, t'as fait un bon match. Non. C'est pas parce que t'es ma compagne que je vais accepter tes trucs. Je sais quand j'ai fait un bon match, je sais quand j'ai fait un mauvais match. Là, j'ai fait un match moyen. Je vais te montrer que le week-end prochain, c'est quoi un vrai match, de quoi je suis capable de faire. Mais se réveiller le matin, se regarder dans la glace et dire ouais, j'ai été nul. Là, j'ai fait un match de merde.
se faire une autocritique et tout, c'est très difficile pour un footballeur. Et moi, j'ai la chance de toujours eu cette force de me dire, non, la prochaine match, Kev, là, faut faire un autre match. Hein. Je peux pas rester sur ça, quoi. Et quelle est ton ambition en ce moment-là? Parce qu'on s'entend, ça monte, ça descend de division, ça reste sensiblement toujours entre la nationale et la Ligue 2. T'as frôlé quelques années auparavant la Ligue 1. T'es où? Est-ce que tu es dans un moment de ta vie que tu veux prendre du plaisir? Parce que là, tu as passé la trentaine à ce moment-là. Ouais. Tu es encore performant, mais tu dois être aussi réaliste. Est-ce que le Kevin d'il y a quelques années plus tôt qui voulait continuer à ambitionner pour aller encore plus haut est davantage serein maintenant de dire, bon, ça va peut-être être la nationale, continuer à prendre du plaisir ici et ça risque d'être ça un petit peu la fin de ma carrière? T'en es où dans ton ambition? Mon ambition, déjà, c'était de continuer de prendre cette notion de plaisir. Ouais. Parce qu'à Orléans, je l'avais récupéré. Parce que je commençais à avoir ce petit couac qui me dit le foot, ça commence à arriver sur la fin et à Châteauroux, j'avais plus trop cette notion de plaisir. À Orléans, sur la première année, je l'ai pris. Et la deuxième saison aussi. Mais depuis le début que je fais du foot, mon moteur, vraiment, c'était ça. Prendre du plaisir et kiffer chaque moment, que ce soit à l'entraînement ou autre, de prendre ce plaisir-là. Et j'ai toujours eu la chance de prendre ce plaisir-là et ça m'a permis de garder déjà l'envie de jouer et l'envie de m'épanouir et de continuer à faire ce que je sais faire sur le terrain. Et de devenir professionnel. Et de devenir professionnel, ouais. T'as pris un pas de recul par rapport à ça? Te rendre compte de tout ça? Peut-être que tu le fais aujourd'hui. Ouais, j'avais pris, il y a pas si longtemps que ça. En fait, je me suis dit, franchement, je suis fier de moi. Ah oui? Je suis fier de moi parce que de où je suis sorti, même ma mère n'aurait pas pensé parce que vu la tournure que je prenais en étant jeune et de voir comment j'ai réussi dans la vie là, c'est une fierté. C'est une fierté quand des fois mon fils ou mes deux fils, ils sont là, ils vont sur YouTube, ils vont regarder les buts de papa. Il arrive, le petit dernier vient, il me fait ma célébration. Ouais. Voilà, ou même avant un match, je les appelle toujours. Ouais, papa, si tu marques, je veux cette célébration-là. Puis je fais la célébration après mon fils mes deux garçons qui sont contents. Donc ça, je me dis, non, ça c'est beau. C'est quelque chose de beau. Même ma fille qui m'a déjà demandé un jour, une fois, si je marque, faire une dédication de princesse pour elle. Je l'ai fait. T'as pas le choix. J'ai pas le choix, mais voilà, c'est des petits détails qui vous rendent fier. Ouais. Qui vous rend fier et je me dis, non, franchement, je suis content de moi. C'est pour ça que j'ai jamais eu de regrets sur tout ce que j'ai pu entreprendre ou quoi, parce que tout ce que je l'ai fait, mais vraiment avec de la force et du courage, quoi. Donc, tu as l'air de le faire avec une sérénité, un amour encore pour le foot, hein, qui a l'air de circuler dans tes veines encore. Ouais. Même là, je joue dans une division qui est assez basse, qui est le régional 1, mais j'essaie de garder cette notion de plaisir quand même. C'est très important. C'est important ou quoi, parce que même si c'est en régional, comme des fois je le dis aux gars, il y en a, ils sont en chaise roulante, il y en a, ils aimeraient juste faire ça, mais ils peuvent pas faire ça, des fois même par manque de moyens. Moi, je me rappelle, pour signer ma licence, même à Sarcelles, ma mère avait demandé un échéancier, alors qu'à l'époque, ils faisaient pas ça. C'était la seule solution pour que je puisse faire du foot. Sinon, j'aurais pas pu faire du foot, donc ils ont accepté. C'était plein de petits détails, de sacrifices que ma mère a pu mettre en place que je lui ai rendu par la suite. Mais c'est pour ça que je suis fier de tout ça. C'est ça, même quand je rentre dans ma cité, les gens ils sont là, alors Kevin, le foot, alors c'est comment? Ouais, si un jour tu peux nous ramener un petit maillot. Voilà, quand ramener des maillots pour les gens de ma cité quand j'ai grandi. Tout ça, c'est une fierté. Des fois, je marche dans ma cité. Il y en a, ils ont le maillot fortuné. Moi, c'est un plaisir. C'est beau. C'est une reconnaissance. C'est où est-ce que tu as grandi? À Garges-les-Gonesse, dans le 95, dans la cité qui s'appelle la Zone 4. C'est une grande cité. Et non, franchement, même des pères de famille, ils sont là, ils ont des équipements de
de chaque endroit que je suis passé. Une fois, grâce à l'Estac, à Troyes, il y avait un changement d'équipementier. On passait chez le Coq Sportif et il y avait une vente de tous les équipements. Mais pour nous, joueurs, on était avant les gens de dehors, quoi. Et j'étais venu, j'avais acheté pour une belle somme de tous les équipements. J'avais pris plein de trucs, de shorts, de t-shirts d'entraînement, des chaussettes, maillots de gardien d'entraînement. Vraiment, mon coffre, il était full d'équipements. Et j'avais pris la route et ce jour-là, j'étais extrêmement fatigué parce que je venais de faire les barrages avec Troyes. Émotionnellement, j'ai tout qui était retombé aussi. Donc, je donne les clés de la voiture à ma mère. Je dis, ouais, maman, tu vois, dès que tu vois, il y a les petites d'aciété qui commencent à venir en bas, jouer et tout. Tiens, prends les clés de ma voiture et distribue-leur des équipements. Une après-midi, il n'y avait plus rien dans mon coffre. Ma mère, elle avait tout distribué, mais c'était une fierté. Parce qu'ils étaient contents. Absolument. Et après, vous êtes là, un truc bête, vous allez acheter votre pain, vous voyez les petits, ils jouent, ils sont en Estac. C'est beau. C'est beau parce que des fois, malheureusement, il y en a, ils ont pas les moyens de s'acheter même un équipement de foot. Et là, de voir les petits aller à l'entraînement, que ce soit à Garges ou à Sarcelles, ils ont un équipement Estac ou autre. Moi, j'étais content, j'étais fier de moi. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu ce respect-là des gens de où j'ai grandi, parce que d'une, je me suis jamais pété plus haut que mon cul, comme on dit. Je suis toujours resté moi-même. Et je pense que c'est pour ça que j'ai toujours l'amour des gens de ma cité comme l'amour des gens en dehors. Est-ce que tu sens que s'il n'y avait pas eu le foot, ça aurait pu mal tourner quand tu étais jeune? Oui. Oui, vous savez, quand c'est pas, comment je pourrais dire ça, c'est pas un kiff de dire ça, mais vous marchez dans la rue, dans votre cité, puis la police, à chaque fois, il passe. Alors, Fortuné, t'as fait quoi comme connerie aujourd'hui? Ouais. Pour l'image de votre mère, c'est pas beau. C'est pas beau. J'allais plus à l'école, je traînais que dehors, je rentrais tardivement, or que j'ai que 16-17 ans. Et après, au bout d'un moment, c'est le vrai déclic que j'ai eu, c'était, comme je l'ai dit au début, c'est que j'étais posé une fois à table avec ma mère, et je voyais que ça tracassait un peu ma mère, beaucoup. Et un jour, je me suis retourné, j'ai dit, ouais, maman. Elle me dit oui. J'ai dit, aujourd'hui, je te serre la main, je lui ai serré la main à table. J'ai dit, si je réussis pas sur ma dernière année de foot à Sarcelles, je pars à l'armée. Parce que je sentais que c'était pas bon. Et au mois de janvier, le DFCO, ils m'ont appelé, je suis parti au foot. Donc, j'imagine que tu as rassuré ta mère en disant ça. Ouais. Je l'ai rassurée, mais elle attendait quand même le fil de la saison. Ouais. Parce qu'elle se dit, ouais, mais une saison, c'est 1 an. Donc, sur ces 1 an, il fait du foot, ouais, mais après, le soir, il est où? J'étais là, j'avais 16 ans, mais j'avais déjà des vestes en cuir que, on sait très bien, une veste en cuir, ça coûte combien? Ouais. Plein de trucs comme ça, plein de petits détails. Toujours là, aller se bagarrer contre une autre cité voisine. Faire des trucs qui, au jour d'aujourd'hui, j'en suis pas fier. Mais ça m'a aussi forgé en tant que la personne que je suis aujourd'hui aussi. Le foot m'a beaucoup aidé, mais je pense que mon passé aussi m'a forgé en tant qu'homme, pour que partout où je vais aller, je vais pas me faire marcher dessus non plus. Et ça, c'est important. C'est important. Après, je préfère que les jeunes d'aujourd'hui, ils se forgent par rapport à leur vécu ou autre, que par des bêtises. Ça serait dommage. Ça serait dommage si quelqu'un a du talent dans ses jambes, tout gâcher parce qu'il a préféré suivre ses potes. Et moi, c'est la chance que j'ai eue, c'est que moi, j'ai été grandi que par ma mère, et voir la tristesse dans ses yeux, au bout d'un moment, j'ai dit non, stop, je peux plus, c'est soit je vais faire ça ou ça. Quand ma sœur, qui faisait que des petits boulots, et quand je rentre en 6e, elle m'achète ma première vraie paire de chaussures. Ben, c'est une fierté. Je me dis, donc ma sœur, elle m'a acheté une paire de chaussures. C'est sûr que je vais lui rendre plus quand le jour je vais réussir à jouer au foot à la télé. C'était ça mon truc. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours respecté ce que j'ai pu leur promettre, quoi. Parlons un peu de l'équipe nationale pour terminer. Je veux dire, ça a dû être des beaux moments, ça aussi. Incroyable. Incroyable. Parce que les gens, ils prennent pas conscience qu'est-ce que c'est la Gold Cup. Toi, je pense que tu connais un peu, parce que en tant que Canadien,
Mais c'est incroyable. C'est incroyable parce que déjà, il y a des infrastructures incroyables aux États-Unis. Tout est surdimensionné, on le sait tous, mais c'est que le soccer là-bas, c'est quelque chose qui est pas mal, qui se développe d'année en année, parce qu'on peut le voir déjà juste en MLS, les noms qu'il y a, donc c'est pas anodin. Ça grandit vite, ouais. Et même sur ma dernière Gold Cup, on a fait tout le stage de pré-saison à Miami. Tu vois le terrain d'entraînement. Si tu veux juste prendre une couverture, un oreiller, tu peux dormir. C'est pareil que dans un lit, c'est un matelas le truc. Des conditions incroyables, des vestiaires d'une dimension d'un loft. C'est magnifique. Et après, au-delà de ça, c'est que tu joues des grosses nations. Des nations qui font même des fois la Coupe du Monde. Bien sûr. Et j'ai déjà joué contre le Canada, j'ai joué l'Honduras, les États-Unis, Trinidad, Cuba, Costa Rica. Donc c'est des nations quand même qui ont un nom. Quand j'ai joué Canada, tu joues des Jonathan David, des Alphonso Davies. La deuxième fois que j'ai joué, comme tu dis, j'ai joué le petit Buchanan. Moi, le petit, je l'ai toujours dit. Ce petit-là, il y a un club qui lui fait confiance. Dans les 5 années à venir, on entend parler de lui. Il est trop fort. Mais après, non, au-delà de ça, c'est vraiment une compétition qu'il faut regarder. J'ai eu la chance d'avoir des potes qui, avec le décalage horaire, malgré ça, ils regardaient quand même nos matchs. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui m'a toujours fait plaisir et je leur remercie. Mais je pense que nous, notre petite île qui est la Martinique, si on arrive à bien la développer et surtout, avoir les clubs pro qui libèrent les joueurs martiniquais pour la sélection et surtout qui ont l'envie de venir jouer pour la sélection, on peut faire quelque chose de grand. Ça se développe petit à petit. On a eu la chance qu'il y a eu à une période un beau développement grâce à Fred Piquion, que tu connais très bien. Et il nous a permis déjà pour les joueurs locaux, les joueurs de la Martinique, d'avoir vraiment un gros aperçu de qu'est-ce que le monde professionnel, parce que la Gold Cup, c'est des pays professionnels avec des gros moyens, comme les États-Unis ou le Canada, quoi, par rapport à nous. Mais il a pu ouvrir la porte déjà aux pros extérieurs de pouvoir venir en sélection. Et maintenant, les matchs de la Martinique sont sur les dates FIFA, ce qu'avant on n'avait pas. Donc maintenant, ça permet à avoir pas mal de joueurs pros qui ont l'envie de venir jouer en sélection, et ça, c'est important pour nous. C'est quand même une belle carrière que tu as. Je veux dire, ça a suivi un parcours excessivement atypique, d'amateur en professionnel, un parcours en Iran qu'on n'avait pas nécessairement beaucoup d'informations. Et comme tu me dis, tu joues devant 100 000 personnes, ça doit être une expérience incroyable. Meilleur passeur en Ligue 2, parcours en équipe nationale avec la Martinique. Tes meilleurs moments, si on avait à prendre un top 3 peut-être? Meilleur moment, alors déjà je vais dire mon top but contre Nîmes avec Lens. Ouais. Mon meilleur passeur avec 3. Ouais. Et mais après dans le top 3, je vais dire mon match contre le PSG. Avec Orléans. Avec Orléans. En Coupe de France. Ouais. Quand tu joues contre l'un des clubs que tu supportes depuis petit et que tu as certains éloges des joueurs du PSG, moi, c'est quelque chose qui m'a fait plaisir. Ouais. Parle-nous un peu de ce match-là. Déjà, incroyable. Je me rappelle, c'était lundi, tirage, je jouais à la play avec mes potes. Mon téléphone, il sonne. J'avais même pas regardé. Mon frère m'appelle, dit, ouais, où joue le PSG? J'ai dit, mais non. J'allume la télé et tout, je regarde Paris, j'ai dit, waouh, loin de fou. Je dis, je vais enfin jouer contre mon club de cœur, quoi. Ouais. Donc, c'est à partir de là, c'est quand vous jouez le PSG, il y a tout autour de vous qui est surdimensionné, parce que là, les journalistes commencent à venir à l'entraînement, vous commencez à être sollicités. Il y a des gens qui vous ont plus écrit depuis des années, ils vous envoient des messages pour avoir une place. Ah oui, mais malheureusement, j'ai donné de place à personne à part à ma famille, quoi. Mais c'était un moment incroyable. En plus, ce jour-là, j'ai fait un très très gros match. Je suis décisif par la passe pour Nico Saint-Ruf. Bon, on perd, mais au-delà de
de ça, en fait, c'est là que j'ai dit aux gars, vraiment, il y a 2 styles de football. Nous, on fait du foot. Eux, ils font du football. Et on l'a senti. On l'a senti. J'étais attaquant. Quand on a reçu nos données GPS, j'ai fait 12 kilomètres. Alors que pour un attaquant, en général, ça carbure entre 9 et 11. Ouais. Il fait 12 kilomètres. 12 kilomètres, par exemple, c'est ce que un coach demande à un milieu défensif ou un milieu central, quoi. Moi, j'étais attaquant, j'ai fait 12 kilomètres. Jusqu'à, j'avais eu un début d'élongation à la fin. Moi, j'ai cru que c'était une crampe. Et j'ai continué à jouer dessus, hein. J'ai dit, non, c'est une crampe, ça va passer. Et je vais voir le doc et tout, je vais faire une IRM. J'avais un épaississement de l'ischio. Et ça va, c'était que de 1 semaine. Mais parce qu'en fait, c'était le corps, là, il était fatigué. Il était fatigué. Mais quand vous avez des joueurs comme Marquinhos qui vous disent, mais t'as rien à faire là, toi. Pourquoi t'es là? Parce que ce match-là, j'ai fait un super match. Il m'a dit, pourquoi tu vas pas jouer là-haut? Je dis, Marquis, c'est le foot, hein. On peut pas faire autrement. Qui t'a le plus impressionné dans ce match-là? Bon, à part Mbappé, moi, j'avais vraiment été surpris par Kolo Muani. Kolo Muani, en fait, c'est que moi, je suis footballeur et je comprends certaines critiques qui peuvent aller à son encontre, parce que j'ai déjà eu des critiques, mais c'est que les gens, ceux qui le critiquent, ne connaissent vraiment pas le foot, parce qu'il est super fort. Ouais. Il est super, super fort. Il avait une facilité d'accélération, d'éliminer ou quoi, même si on n'était que des joueurs de national, mais faut nous éliminer quand même. Et en fait, il avait ce coup de rein, cette vitesse, cette notion de prise d'espace et tout. Non, il m'avait surpris, super fort. Super, super fort. Malheureusement, ça a pas marché pour aller au PSG parce que, faut dire ce qu'il y est, le PSG, c'est pas le même style qu'il avait quand il était en Allemagne. Parce que l'Allemagne, c'est vraiment porté sur l'attaque. Paris, c'est plus une notion de maîtrise du ballon avant de faire mal. Mais moi, il m'avait super, super surpris. Et Mbappé aussi? Ouais, Mbappé, c'est vitesse, c'est chirurgical. Et en fait, c'est tout ce qu'il fait. En fait, c'est beau, c'est clinique, il a un changement de direction. Hein. En fait, il a un changement de direction, mais en pleine vitesse. Que, je sais pas, même dans FIFA, je crois, on n'arrive pas à faire ça. Il est capable de courir et avoir un changement de direction tout en gardant sa vitesse, qui est exceptionnelle. Et après aussi, moi, il y avait Fabien Ruiz, mais après, c'était plus par son esthétique. C'est que, et en fait, il a un charisme sur le terrain. Les gens le voient pas par la télé. Mais moi, quand je l'ai vu, il a une musculature, il est grand, il est imposant. En fait, au milieu de terrain, il prend de la place. Quand vous jouez contre lui, vous allez voir qu'il prend de la place. Et moi, en fait, ça m'avait surpris. Ça m'avait surpris, mais de fou. Et tu crois, bon, le podcast risque de sortir après la finale, je tiens à le dire pour les gens qui nous écoutent. Mais bon, tu t'attends quoi de cette finale? PSG Inter Milan. En tant que supporter parisien, je vais dire Paris, mais ça va être un match très difficile. Ouais. Très difficile. Très difficile. Parce qu'on sait tous que les équipes italiennes, c'est des équipes tactiquement qui sont bien rigoureuses. Ils savent comment gérer une finale. On l'a vu contre Barcelone. Hein. Ouais. Malgré on joue au bloc bas, ils ont réussi à gagner. Donc, on sait à quoi s'attendre. Et même quand ils avaient perdu contre City, ils avaient joué comme ça. Hein. Mais bon, après City, cette année-là, c'est très, très fort. Mais même quand ils ont joué City, c'est pour que Rodri marque aux abords des 20 mètres, c'est qu'ils étaient très, très bas. Ah, ils sont forts. Ils ont un excellent coach. Excellent coach. Tu sens qu'il y a vraiment une identité à ce club-là. Le match que tu mentionnais contre Barcelone, tu as pu voir l'excellence au niveau de Barcelone, mais la naïveté, comparativement au sérieux avec Milan, de comprendre qu'on n'a pas les mêmes aptitudes techniques, on n'a pas les mêmes forces d'accélération, on n'a pas la Yamal, mais en tant qu'équipe, on va concrétiser nos contre-attaques et comme de fait. Et tous les buts, c'est ce qui s'est déroulé. Après, il faut dire aussi que Marcus Thuram, il a fait un gros match. Hein. Ouais. Il a beaucoup, beaucoup pesé sur la défense barcelonaise. Il est très fort. Ouais. Et là... Et bon, là, je te parle de Paris Inter Milan, donc bien entendu, supporter parisien. Et là, on est obligé de le mentionner. On est quoi? On est le 11-12 mai aujourd'hui.
On finit le podcast. Dans quelques minutes, il y a le Classico en direct de Barcelone où on est en ce moment. Tu t'attends à quoi de ce match-là? Oh, victoire de Barcelone. Ouais. Ouais, Barcelone win. Ouais. Ah ouais, non. Même si, après, je suis plus supporter barcelonais. Ouais. Parce qu'il y a eu mon idole aussi qui a joué à Barcelone, qui est Ronaldinho et Neymar. Mais en fait, sur ce que le Barça démontre au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment beau. Il y a vraiment une identité, il y a vraiment un collectif. Ce que j'arrive pas à voir au Real de Madrid. Ouais. Et je pense que on a déjà gagné 2 matchs face à eux. Je pense que ça va être le 3e encore aujourd'hui. Ah, il faut. On va profiter un petit peu de l'ambiance dans la ville. C'est clair. C'est quoi la suite? La suite, continue encore le ballon. Ouais. Continuer le ballon et commencer à passer mes diplômes. J'en ai déjà quelques-uns, mais commencer à passer mes diplômes. Et surtout profiter de mes enfants. Ouais. Très important. J'ai été éloigné d'eux pendant beaucoup trop d'années. Et maintenant, c'est profiter, aller regarder les tournois de mes enfants, tout ça. Très important. Et pour terminer, un conseil que tu auras donné aux jeunes qui nous écoutent, qui ont envie de faire une carrière en professionnel comme tu as fait? Alors, ne pas penser que être footballeur, c'est facile. Parce que c'est très, très dur. Ouais. Que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement, c'est quelque chose qui est très, très dur. De croire en ses rêves. Mais pour croire en ses rêves, il faut se donner les moyens de réaliser son rêve. C'est beaucoup travailler, croire en soi, ne pas écouter les autres, s'écouter soi-même. Ce que nous sommes capables de le faire, de nous écouter nous avant d'écouter les autres. Donc ce sera ça comme conseil. Bon, j'espère que les gens vont l'écouter avec attention. J'espère. Kevin, merci de t'être déplacé. Merci de faire l'entretien avec moi aujourd'hui. Belle carrière exceptionnelle. Félicitations pour ta résilience, ta force de caractère. Ça témoigne beaucoup de la personne que t'es. Eh bien, pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Histoire de foot.